En Wallonie, l'agriculture fait partie de notre identité. Elle façonne nos paysages et nourrit nos familles. Mais aujourd'hui, derrière chaque exploitation, il y a une réalité économique et humaine que nous n'avons plus le droit d'ignorer. En 2024, le revenu moyen du travail agricole atteint environ 37 100 € par unité de travail. C'est 71% du revenu moyen des autres travailleurs wallons. Concrètement, un agriculteur gagne près de 30% de moins que le reste de la classe moyenne, alors qu'il travaille plus, prend plus de risques et a moins de garanties. La pression des marchés, le coût des intrants, les aléas climatiques, tout cela écrase les marges et fragilise la rentabilité des fermes. On exige toujours plus de ceux qui nourrissent la Wallonie sans vraiment mesurer ce qu'ils vivent. Et il y a une réalité qui nous touche tous de près, ce que nous mettons dans notre assiette. En Europe et en Wallonie, nos agriculteurs respectent des normes parmi les plus strictes au monde. Traçabilité, pesticides contrôlés, bien-être animal, sécurité sanitaire. Quand nous achetons des produits wallons ou européens, nous savons comment ils ont été produits, avec quels contrôles et avec quelles exigences. Lorsqu'on importe des tomates du Maroc, des avocats du Pérou ou d'ailleurs, soyons honnêtes, nous n'avons pas les mêmes garanties ni sur les règles, ni sur les résidus, ni sur les conditions de production. Soutenir nos agriculteurs, c'est donc aussi choisir ce qu'on accepte ou non dans notre assiette. Les études démontrent que 77% des agriculteurs francophones présentent des signes de détresse psychologique. Plus d'1 sur 2 souffre de dépression et près d'1 sur 5 a eu des pensées suicidaires au cours du mois écoulé. Ce ne sont pas des statistiques abstraites, ce sont des chefs d'exploitation, des indépendants, des entrepreneurs qui tiennent debout tout un pan de notre économie et qui, pourtant, ont le sentiment de ne plus compter. Et les causes sont aussi structurelles. Depuis 1990, la Wallonie a perdu plus de la moitié de ses exploitations agricoles. Moins de fermes, moins de voisins, moins de relais et plus d'isolement, plus de vulnérabilité. Le secteur vieillit. Près d'un agriculteur sur deux a plus de 55 ans et une minorité seulement a un successeur identifié. La question est brutale mais claire. Si rien ne change, qui produira encore notre alimentation dans 10, 15 ou 20 ans ? Face à ces réalités, notre position est claire. Défendre les agriculteurs, c'est rappeler une idée simple. Le travail doit payer. Défendre les agriculteurs, c'est défendre la classe moyenne qui travaille. Prendre des risques, c'est garantir la qualité de ce que nous mangeons, la transparence de ce qu'il y a dans notre assiette et surtout notre souveraineté alimentaire. Et pour évoquer cette thématique ô combien importante, merci d'accueillir le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher. C'est moins facile que les tabourets, tu verras, mais c'est très confortable. Alors, Valérie l'a évoqué, cette conférence, elle se passera en 2 temps. Je poserai d'abord quelques questions à Anne-Catherine et à Georges-Louis sur ce sujet. Et puis ensuite, on viendra chez vous avec des questions, des interpellations, des avis sur ce qui a été dit ou sur ce qui n'aurait peut-être pas été dit durant la soirée. Alors, Georges-Louis, entrons directement dans le vif avec la question de la souveraineté alimentaire. Valérie l'a évoqué, on fait le parallèle avec le colloque de vendredi. L'Europe, dans tout ça, quel est son rôle ? C'est quoi finalement être souverain en termes d'alimentation aujourd'hui pour un pays, voire pour un continent plus globalement ? Comment est-ce qu'on y arrive et pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence nombreuse. Il y a tous les gens qui sont ici, mais on a aussi du public juste derrière qui se manifeste par rapport à ce qu'on pourra dire. Merci aussi à la famille de nous accueillir. Vraiment, c'est un superbe endroit pour faire cette conférence et c'est très agréable. Mais voilà, j'ai remarqué que le public au fond était un peu plus bruyant. Donc, la souveraineté, qu'est-ce que c'est ? La souveraineté, en fait, c'est au départ l'objectif de la PAC. L'objectif de la PAC, c'est quoi ? C'est d'avoir une alimentation qui est respectueuse d'une série de normes et de surtout assurer une autonomie alimentaire de l'Europe pour ne plus connaître des famines. Et donc, à ce titre-là, l'objectif est plutôt atteint. Alors, il y a beaucoup de contestations qu'on peut avoir sur la PAC, mais il faut être très clair aussi entre nous. Si on avait simplement laissé l'ensemble du marché se développer sans aucune réglementation, sachant que c'est une matière qui est extrêmement sensible, aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'on n'aurait
plus du tout d'exploitation en Wallonie. Alors, le problème que nous connaissons, c'est que au fur et à mesure, la PAC a évolué dans ses critères. Et il y a bien évidemment, on en parlera par ailleurs, les accords de libre-échange dont on va reparler, parce que je ne suis pas un opposant primaire à ces accords, mais il y a des conditions qui doivent pouvoir voir le jour à ces accords. Mais donc, si on additionne l'évolution des choses, également le prix de la terre, comme ça a été indiqué, le fait que, et il faut le reconnaître, on a aujourd'hui des consommateurs qui sont de moins en moins prêts à payer finalement pour l'essentiel. Il faut savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on consacrait plus de 30% de son budget à l'alimentation et aux besoins primaires. Aujourd'hui, on consacre moins de 10%. Et contrairement à ce qu'on peut penser, vous devez savoir qu'il y a des prix en grands magasins sur des produits de première nécessité, donc des produits alimentaires, qui ont baissé sur les 2 ou 3 dernières années. Et en fait, on a d'un côté des gens qui nous disent il faut préserver nos agriculteurs, on a tous nos contradictions, hein, mais il faut préserver nos agriculteurs, mais dans le même temps, on va chercher la dernière promotion possible sur sa viande, son beurre, son lait. Il faut, à un moment donné, en tant que responsable politique, avoir le courage de dire aux gens que manger de la qualité, ça demande quand même une part d'investissement et ça doit avoir un prix. Et c'est compliqué à dire pourquoi, et je ne veux pas un propos polémique, mais il faut qu'on se dise les choses. C'est qu'aujourd'hui, dans une société du loisir, eh bien, on fait des racines carrées pour être sûr d'avoir des vacances, d'avoir des produits électroniques, d'avoir... Et c'est vrai que c'est tout ce que la société peut offrir. Mais il faut rappeler que ça ne doit pas se faire au détriment des besoins essentiels. Et ça, le discours que je suis en train de tenir d'un point de vue politique, d'ailleurs le débat est enregistré, je peux vous dire qu'il y a une très grande probabilité que je me tape une polémique dans les prochains jours. Mais venir nous expliquer que c'est un problème de pouvoir d'achat, etc., oui, on travaille à améliorer le pouvoir d'achat. Mais arrêtons de faire croire que c'est en Belgique qu'on est les plus malheureux de la planète. C'est pas moi qui le dis, mais si vous prenez le Financial Times, bon, c'est pas le journal du PS ni du PTB, ça c'est vrai, mais ça reste un journal sérieux. En Belgique, on a le 4e pouvoir d'achat par heure travaillée, je dis bien par heure travaillée, au monde. On est derrière le Qatar. Vous pouvez retrouver la source très facilement. Donc, peut-être qu'on n'est pas 4e et qu'ils se sont trompés, on est peut-être les 8e. Mais globalement, si on regarde à l'échelle mondiale, on est loin d'être les plus malheureux, et tant mieux, et on doit encore améliorer les choses. Mais tout ça pour dire que si on n'est plus prêt à payer le juste prix, que va-t-il se passer ? Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus d'exploitations qui ferment. Et donc, alors que nous sommes aujourd'hui un continent exportateur, et donc on est autosuffisant, et en plus on exporte, et c'est essentiel qu'on exporte, parce qu'en fait, si vous regardez une carte du monde, il n'y a que 5 régions dans le monde qui ont des conditions pour pouvoir développer de l'agriculture. Et donc, par exemple, le blé ukrainien, il est indispensable si on veut que des Marocains, des Algériens aient du pain. Parce qu'on ne peut pas développer du blé dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel pays. Et donc, l'Europe doit rester une terre d'exportation, raison pour laquelle les traités ne doivent pas... On ne doit pas lutter contre l'idée même des traités, parce qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui est en surproduction, et donc on doit pouvoir exporter. Mais qui dit exporter dit qu'on doit aussi importer, mais on reviendra sur cette question. Mais le risque, à force de voir nos agriculteurs abandonnés les uns après les autres, à force de voir aussi la spéculation sur les terres. Parce qu'aujourd'hui, il est plus intéressant, quand vous avez des terres, de me faire de l'agrivoltaïque, voire de toucher des primes PAC parce que vous n'exploitez pas. Et ça, c'est un grand changement de la PAC. C'est qu'au début, la PAC vous donnait de l'argent pour produire. On voulait produire, être sûr de garantir de la production. Et puis, au début des années 90, on s'est rendu compte qu'on avait trop de production. Rappelez-vous, on stockait du blé dans des hangars en vue de le détruire. On déversait du lait parce qu'on en avait trop. Ils sont rentrés dans une logique inverse, et certainement de manière excessive, où on vous a donné des primes pour ne plus exploiter les terres. Donc, toutes les parties non exploitées étaient valorisées. Donc, aujourd'hui, si vous avez des terres, si vous faites le calcul entre mettre des panneaux photovoltaïques, toucher des primes pour ne pas les exploiter et exploiter certains types d'agriculture,
Vous avez plus intérêt à rien faire et à être rentier et attendre que le prix de votre terre continue à augmenter pour un jour la revendre et toucher le jackpot. Le problème, c'est qu'avec ce genre de raisonnement financier, on diminue notre production et donc on met en danger notre autonomie alimentaire. Et alors qu'aujourd'hui l'Europe est dépendante des pays arabes et de la Russie pour son énergie, on est dépendant des États-Unis pour notre défense, on est dépendant de la Chine pour notre industrie, ce qui nous rend très vulnérables. Si demain nous sommes dépendants des autres pour notre alimentation, alors là on est complètement mort parce qu'on n'a plus rien à dire à personne. Donc soutenir les agriculteurs, ce n'est pas juste aller gagner quelques voix. Soutenir les agriculteurs, c'est soutenir la capacité qu'a l'Europe de pouvoir ne pas dépendre des autres et donc pouvoir prendre des positions politiques, protéger sa population, pouvoir dire non à d'autres pays. Mais aujourd'hui, est-ce que cette autonomie est menacée? Je vais juste vous prendre un exemple, c'est la production laitière en France. La France est un pays qui a toujours été exportateur de lait. Si on regarde les projections à 3 ou 4 ans, on ne parle pas de projections à 20 ans, la France va devoir importer du lait. Parce qu'ils ont de moins en moins de producteurs laitiers. Et donc, ça prouve une chose assez évidente et terrible à la fois, c'est qu'alors que la France est normalement un pays d'agriculture, avec des syndicats agricoles puissants, il se retrouve finalement assez vite dans une situation à devoir importer, en tout cas en ce qui concerne le lait. Et quand vous en êtes là, quand vous dépendez des autres pays ou des autres régions du monde pour alimenter votre population, vous êtes en grave danger. Vous êtes en très grave danger. Et donc, il faut vraiment se réveiller. On doit travailler sur plusieurs paramètres et le débat permettra de les mettre en évidence. Mais il y a aussi un élément au niveau de la PAC, c'est qu'on a besoin d'une PAC qui doit être corrigée sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est de remettre un peu plus l'accent sur la production et pas uniquement sur la non-production, parce qu'en fait, la PAC est passée d'un outil qui était un outil de soutien à l'agriculture à un outil de politique environnementale. Et de l'autre côté, il faut un deuxième accent, c'est de privilégier aussi les petites structures, les petites productions. Parce qu'aujourd'hui, sous le poids des pays d'Europe de l'Est, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne protège qu'un mode d'agriculture qui est le leur, où vous avez des champs qui sont aussi grands que la Belgique. En tout cas, vous avez des propriétaires terriens qui ont l'équivalent de la Belgique. Et souvent, d'ailleurs, c'est des fonds financiers. Il y a des fonds chinois derrière ça, qui en fait font uniquement du placement financier. Et c'est la raison pour laquelle, et je conclurai par là pour cette première partie, moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Qu'on ait des partenariats privilégiés avec l'Ukraine sur les plans de la sécurité, bien sûr, qu'on les protège, ce sont des partenaires, qu'on ait des échanges commerciaux avec eux, éventuellement des facilités en matière de frontières, de déplacement des personnes, ok. Mais il ne faut pas se mentir, si demain on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne et qu'ils intègrent la PAC, il n'y a plus d'agriculture en Wallonie. C'est ça qui va se passer, parce qu'avec les budgets disponibles et le poids de l'agriculture de l'Ukraine, franchement, on n'a plus du tout droit au chapitre. Et donc je pense qu'il ne faut pas raconter il faut oser assumer ses positions. Moi je suis pour qu'on protège l'Ukraine, je suis pour qu'on défende l'Ukraine, qu'on ait des partenariats privilégiés, mais si vous prenez en compte de 1, la corruption qui reste très importante dans le pays et le déséquilibre colossal que ça amènerait en matière agricole, les politiques qui font croire que l'Ukraine pourrait rentrer un jour dans l'Union, à part créer de la peur, ils ne vont rien faire d'autre. On a déjà vu l'impact de l'ouverture au marché ukrainien au niveau du blé, par exemple. Imaginez que vous intégrez ce modèle-là dans le modèle de la PAC, ce serait juste une catastrophe. Et en tout cas, moi je peux vous le dire, jamais, dans les circonstances actuelles, on ne peut accepter quelque chose comme ça. Alors plein de bonnes idées, des constats, mais concrètement, comment est-ce qu'on met ça rapidement en œuvre? On a l'impression que ça fait des années qu'on entend ces mêmes constats, mais comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite? Alors, durant ces années, il y a quand même eu des choses qui ont été mises en œuvre. Alors, les paramètres sur lesquels on peut travailler, ils sont multiples. Il y a tout d'abord le paramètre de la grande distribution. David Clarinval a pris des dispositions pour avoir de la transparence en matière de chaîne alimentaire et en matière de chaîne de production sur les intermédiaires. Et là, je vais être très clair avec vous,
Il y a toujours l'idée, ouais, c'est la grande consommation qui prend le bénéfice. La réalité aujourd'hui, c'est que dans la grande surface, les marges bénéficiaires ne sont pas immenses, hein. Il faut aussi être réaliste par rapport à ça. Est-ce que vous avez une idée sur un caddie de 100 €, combien gagne l'enseigne? Vous allez chez Deleuze, vous achetez pour 100 €. Vous pensez qu'il y a combien en net qui va dans la poche du grand distributeur? 1,20 €. 1,20 €. Aujourd'hui, c'est 1,20 €. C'est ça qui revient. Alors, si vous allez chez Rops, qui est la chaîne un peu plus luxe, peut-être qu'il monte à 2,50 €. Et si vous allez au Lidl, ils ont comprimé pour être à 90 cents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes chaînes ont besoin de faire un grand volume pour gagner de l'argent. Et donc pour faire un grand volume, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent le chaland en comprimant les prix. Et donc dans les prix d'appel, on joue sur des produits de première consommation. Et là, et Anne-Catherine pourra en parler, on est en train de réfléchir quand même au fait de se dire, est-ce qu'il ne faut pas interdire des promotions sur des produits de première nécessité pour qu'on ne mette pas en première page de ce qu'on distribue dans les boîtes aux lettres le fait qu'en fait, la viande, ça ne vaut rien, les briques de lait, c'est pas grave, comme si derrière, il n'y avait pas de travail ni de production. Donc, ça, c'est un premier aspect. On a déjà travaillé sur la transparence de la chaîne de distribution. Je pense qu'on doit quand même envisager d'aller plus loin et de dire il y a des produits de première nécessité qui ont un prix. Alors, il ne faut pas les faire monter à l'infini, mais en dessous duquel on ne peut plus aller. Le deuxième élément, c'est bien évidemment la négociation sur les règles PAC, où il y a un rééquilibrage, mais il faut être clair. Aujourd'hui, même des pays comme la France ont du mal à peser dans le débat. Mais il ne faut pas le voir comme une fatalité. On doit pouvoir venir avec nos points. On est capable aussi, et ça je crois que ça a été une erreur ces dernières années, c'est que vous savez qu'il y a une série de décisions au niveau du Conseil européen qui se prennent à l'unanimité. Les pays comme nous, comme la France, on doit pouvoir aussi dire qu'on ne sera peut-être pas d'accord sur un autre dossier si on ne nous aide pas sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, ces dernières années, on s'est trop laissé dicter aussi les règles par les autres. Le commissaire européen actuel, étant luxembourgeois, est un peu plus ouvert à nos réalités. Objectivement, il a d'ailleurs venu plusieurs fois en Belgique. Donc on voit que ça avance, mais ça avance très lentement. Troisième élément, les normes. Il faut alléger une série de normes. On a besoin d'alléger une série de normes en matière agricole et en matière industrielle. Parce qu'aujourd'hui, on impose des normes tellement strictes qu'en réalité, on est en train de casser l'outil. Et donc, il n'y a pas que les normes environnementales, il y a des normes administratives, il y a des contrôles multiples. Donc déjà au niveau belge, et je peux vous dire qu'on en a déjà beaucoup parlé et on travaille dessus au niveau des ministres, parce que quand on a une fois un contrôle AFSCA, et puis 2 semaines plus tard, le contrôle pour vérifier les primes, et puis 3 semaines plus tard, un contrôle fiscal, en fait, on passe sa vie à devenir un agent de l'État. Parce qu'on passe ses journées à rendre des comptes à l'État, mais c'est des administrations différentes. Et donc, plutôt que de globaliser un contrôle en une fois, d'alléger aussi certains contrôles, parce que parfois, il y a des agriculteurs qui m'ont raconté comment se passent des contrôles. On a l'impression qu'ils sont présumés coupables de je ne sais quoi. Mais donc, il faut alléger les normes. Alors, au niveau européen, ça commence à se faire via les législations dites omnibus. Ce sont des législations qui visent à supprimer des règles. Mais on doit le faire aussi au niveau belge. Parce que les politiques, ils veulent toujours créer des règles, et dès qu'il y a un problème, on crée des règles. Mais en fait, un bon politique aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui va supprimer des lois. Parce qu'on a tellement de lois qu'en réalité, on a tué notre industrie, on tue notre agriculture, on tue l'esprit d'initiative, et on pousse les gens finalement à rester chez eux, à rien faire. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs, de pousser les gens à rester chez eux, en tout cas dans certaines régions. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième aspect, on aura le débat sur le prix des terres. Parce qu'on l'a évoqué dans la vidéo, plus de la moitié des agriculteurs, mais Anne-Catherine développera, puisqu'on a développé des idées sur le sujet. Je montre comme si elle allait s'asseoir là, mais elle va s'asseoir là fatalement. Mais il y a un vrai enjeu de reprise des terres par les plus jeunes. Ça, c'est une évidence. On l'a dit, plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 55 ans aujourd'hui. Et pour beaucoup d'entre eux, les enfants veulent... Alors, il y en a
qui veulent reprendre, mais il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas reprendre. Et donc, que vont devenir ces terres? Que va devenir l'exploitation? Quatrième sujet, alors c'est la question des traités. Les traités internationaux, les accords de libre-échange. Moi, je vais être très clair avec vous et je ne vais pas être hypocrite. On a besoin d'accords de libre-échange. Et vu ce qui est en train de se passer dans le monde, on a besoin d'encore plus d'accords de libre-échange. Parce que l'économie européenne, et en particulier l'économie belge, pour qu'elle obtienne de la croissance et donc qu'on augmente notre richesse, on a besoin de vendre à l'étranger. Donc la position, par exemple, du PS de dire on va plus avoir des accords de libre-échange, c'est de la pure hypocrisie, c'est du mensonge. Exemple CETA. Vous vous souvenez, aujourd'hui, le boulanger de Charleroi, à une époque, il était le grand opposant au CETA. Il avait dit jamais on signera le CETA. Ça a juste pris 2 semaines, il l'a quand même signé. Mais aujourd'hui, l'accord de libre-échange avec le Canada a pour conséquence que cet accord a rapporté 2 milliards d'euros à l'économie wallonne. Est-ce qu'il y en a un ici, j'allais dire dans la salle, dans cet espace, qui considère que la Wallonie peut se passer de 2 milliards d'euros de revenus? Franchement, quand vous voyez l'état de notre économie. Voilà. Désolé, je ne l'avais pas demandé pourtant, hein. Mais elle l'a dit. Donc, on ne peut pas se passer de 2 milliards. Donc, résultat des courses, on va devoir signer ces accords. Maintenant, la question, c'est bien évidemment à quelles conditions. Alors, je pense, pour être tout à fait transparent, mais je répondrai aux questions, qu'il y a parfois de la désinformation qui laisse à penser que ça va être une grande catastrophe et que toutes les filières vont disparaître. Est-ce que c'est sans conséquence? Ce n'est pas vrai non plus. Néanmoins, il y a eu, pour prendre le Mercosur, il y a des accords en matière de quantité, donc il y a des quotas qui ont été mis au sein de l'accord. Il y a une deuxième légende à laquelle il faut tordre le cou, c'est la question selon laquelle il y a des produits qui pourraient venir en Belgique et qui répondent à des normes alimentaires inférieures aux normes prévues par l'Union européenne. Ça, c'est faux. Donc ce que vous avez dans votre assiette doit répondre aux mêmes normes. La différence, et ça c'est vrai, c'est que les conditions de production, bien évidemment, on ne sait pas les vérifier. Si la manière dont vous produisez ne laisse pas de traces dans ce qui est analysable dans le produit final, alors ça c'est clair qu'il y a des conditions de production qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Nous, la seule chose que l'on peut analyser, et est-ce qu'il faut renforcer les contrôles? Certainement. Parce que le volume de contrôle qui est fait sur les produits alimentaires importés est relativement faible. Et donc, il y a plein de trous dans la raquette. Il ne faut pas se mentir. Mais néanmoins, il y a des contrôles. Et donc ça, je le dis à l'égard du consommateur, techniquement, ça n'est pas vrai de dire que vous allez manger quelque chose qui ne respecterait pas des normes européennes. Ça, ce n'est pas vrai. Par contre, comme je le disais, si on a utilisé certains produits qui ne laissent pas de résidus dans l'alimentation, alors effectivement, ils peuvent les utiliser, ça ne se voit pas, et donc ça donne un avantage concurrentiel. Mais là, on doit se poser une autre question. C'est est-ce que toutes nos normes sont toutes indispensables? Est-ce qu'on doit continuer de la même manière? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je vous montre juste, j'illustre l'absurdité parfois de nos choix politiques. Je vais prendre l'exemple des OGM. Il y a 25 ans, tous les environnementalistes du monde se sont mis en marche au niveau européen pour qu'on n'autorise pas la culture d'OGM. À l'arrivée, il n'y a jamais eu de règles européennes, mais on a laissé chaque pays décider. Tous les pays ont décidé de ne pas décider parce qu'il y avait une pression militante très forte pour qu'on n'accepte pas de produire des OGM sur notre territoire. Aujourd'hui, vous mangez tous des OGM. Vous en mangez tous. Moi aussi, by the way, je mange la même chose que vous. Pour une raison simple, c'est que dans plein de produits transformés ou des produits importés, il y a des OGM. Et donc, résultat des courses, nous, on n'en produit pas, donc on a déforcé nos agriculteurs. Mais en tout cas, sur l'aspect alimentaire, on en mange.
Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'on a exactement le même débat sur les NGT. Aujourd'hui, on dit aux agriculteurs, vous ne devez plus utiliser des pesticides. Mais les mêmes environnementalistes nous disent qu'on ne peut pas faire de NGT. Mais il faut bien se rendre compte que si on ne peut pas faire de pesticides et qu'on ne peut pas utiliser des NGT, ben, à l'arrivée, vous risquez simplement que, selon certains pucerons, selon certaines conditions climatiques, eh bien, vous vous retrouvez à ce qu'il n'y ait pas de récolte. Et qu'on revienne 150 ans en arrière, où en fait, on mangera ce qu'il y a de disponible. Et s'il n'y a rien de disponible, ben, on ne mangera rien. C'est ça dont on est en train de parler. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, je ne veux pas faire de caricatures, mais malheureusement, mes caricatures, elles me sont souvent confirmées dans mon quotidien. Moi, j'adore les bobos à vélo à Bruxelles qui pensent que la viande, elle pousse dans les grands magasins. Mais quand ils nous disent ce genre de choses, pas de NGT, pas de pesticides, et il faut produire moins, et, ben, ils envoient juste un signal qu'on se rend complètement dépendant des éléments naturels. Philosophiquement, il y a plein de gens qui peuvent trouver ça extraordinaire, de redevenir dépendant de la nature. Nous revenons en phase avec la nature. Ben, vous irez expliquer ça aux milliards et demi de gens sur la planète qui mangent grâce à l'agriculture européenne. Soit en tant que citoyen européen, soit, je le disais, en tant que terre qui importe les fruits de l'agriculture européenne. Donc, à un moment, la question, elle n'est pas de savoir s'il y a des gens qui veulent sauver la planète et d'autres pas. Tout le monde veut préserver la nature. Mais on doit aussi tenir compte d'autres paramètres. Je crois quand même que tout le monde veut que plus personne ne meure de faim. Et d'ailleurs, et puis je laisserai le modérateur, parce que si pas, je vais partir pour toute la nuit, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne réalise pas. Et moi, je fais partie de cette génération qui ne le réalise pas, puisqu'on n'a jamais vécu l'inverse. Mais aujourd'hui, pour les gens qui ont mon âge, ils pensent que l'électricité, c'est au bout de l'interrupteur. Ils pensent que le chauffage, c'est au bout de la vanne thermostatique. Et ils croient que la viande, le lait, le pain, c'est dans le grand magasin. Parce qu'en fait, on est une génération qui n'avons jamais connu la moindre pénurie de quoi que ce soit. On a connu l'abondance. Et l'abondance, c'est le fruit de quoi? L'abondance, c'est le fruit de la mondialisation, de l'économie de marché, je sais que ce n'est pas du tout populaire de dire ça, mais c'est la réalité, et du progrès scientifique. Et aujourd'hui, les enfants de cette même génération nous ont expliqué qu'il fallait supprimer le nucléaire, et on parlera certainement du prix de l'énergie avec vous, mais quand vous supprimez le nucléaire, ben l'électricité, elle est plus au bout de l'interrupteur. Ils nous ont expliqué également qu'il fallait plus de matières fossiles, donc plus de gaz, plus de pétrole. Mais maintenant, quand ils ouvrent la vanne thermostatique, ils trouvent que c'est vachement cher. Hein? Ah ben oui, ça c'est clair. On ne pouvait pas signer des accords avec toute une série de pays parce que le pétrole et le gaz, c'était pas bien. Et un jour, ils iront dans les grands magasins et j'espère jamais qu'ils le verront. Mais c'est le risque qu'on est en train de courir. Ils verront des rayons vides. Et ce jour-là, ils se diront que finalement, l'agriculteur, c'était pas le pollueur comme on le présente parfois, même dans des écoles. Moi, j'ai vu des choses dans des écoles, mais complètement dingues, où on calculait la quantité d'eau utilisée par un agriculteur pour produire 1 kilo de viande. Ça, c'était la manière dont on expliquait à des gamins 10-12 ans, bon, au moins ils font des maths, c'est déjà pas mal. Mais on leur expliquait, c'était ça la vision de l'agriculteur, c'était pas, il est en train de vous nourrir, c'est regardez l'eau qu'il est en train de gaspiller pour produire 1 kilo de viande. J'espère que ce gamin-là ne manquera jamais de viande. Mais à l'allure où on va, on prend des risques immenses sur cette partie de notre autonomie. Alors j'aimerais revenir sur la question du patriotisme économique. Valérie l'évoquait, tiens voilà, c'est important d'avoir une marque qui rapproche nos agriculteurs, qui montre que c'est du savoir-faire belge. Il y avait barbecue qui est prévu aussi, parce que ça sent super bon. Hein. En fait, on veut me faire goûter la bonne viande wallonne. Ça arrivera d'ici quelques instants. Je suis un grand amateur de viande, donc je ne dirai pas non.
Mais donc cette question du patriotisme économique, est-ce qu'aujourd'hui, pour sensibiliser le consommateur, des labels, des marques, est-ce que c'est ce qu'il faut? Comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'individu, le consommateur, se range derrière un terme, quelque chose de plus qualitatif? Et puis plus globalement, il y a cette idée donc de rassembler le terroir, de rassembler le travail des agriculteurs, mais serait-il envisageable peut-être de réfléchir à quelque chose de plus global avec les entreprises qui fournissent autre chose, d'autres types de services, et de mélanger cela avec l'agriculture aujourd'hui? Mais je pense que, et d'ailleurs Anne-Catherine travaille là-dessus, de développer un label wallon. Moi je pense qu'avec de l'éducation et de l'explication, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai la conviction que l'immense majorité de nos concitoyens soutiennent les agriculteurs. D'ailleurs, franchement, vous avez quand même du bol, vous êtes les seuls qui pouvaient bloquer Bruxelles, et les gens trouvent ça plutôt sympa. Bon, surtout vous êtes malins, vous distribuez des pommes de terre, enfin il y en a qui font leurs courses, donc ça j'ai vu. Je ne sais pas s'il est parmi nous, d'ailleurs, l'agriculteur qui avait été déversé les pommes de terre sur la grande place de Bruxelles. Je ne peux pas le dire, mais je dois avouer qu'il m'a beaucoup fait rire. C'était assez malin, en tout cas, et pour la parenthèse, et là c'est moins drôle, je trouve que la manière dont il a été traité derrière était de loin excessive. Je ne vais pas être démago. Il a violé des règles. Allez, pour le même prix, il y en a un qui fait ça, et il a bu, et il accroche un gamin, c'est un drame. Donc c'est normal qu'il soit poursuivi et sanctionné. Je ne vais pas être démago. Mais ce n'est pas normal de saisir son véhicule, de le mettre en prison pendant autant de temps. Enfin, quand je vois la manière dont on traite ceux qui nous agressent, du côté des antifas, je me dis que tout le monde n'est pas traité de la même manière. Mais bon, soit. Mais donc, tout ça pour dire que les gens soutiennent les agriculteurs. Mais ils ne savent pas toujours ce qu'il y a derrière. Et ça, il faut être conscient. Moi, je vais être clair avec vous. Hein. Si je n'étais pas président... et que je dois m'intéresser au sujet parce que justement on doit prendre des décisions sur le sujet, je n'aurais pas eu conscience de toutes ces réalités. Et donc je pense qu'il est essentiel de pouvoir faire passer l'information, donc ça demande du courage politique. Moi, je pense que c'est important que les politiques assument en la matière. Et effectivement, derrière un label, on pourrait alors faire comprendre aux gens qu'ils ont un intérêt à plutôt acheter ce produit-là qu'un autre. On peut même aller un cran plus loin. Vous avez vu en France, par exemple, un engagement de la part des grands distributeurs de ne pas mettre dans leur grande surface les produits qui viennent du Mercosur. Je pense qu'il ne serait pas du tout impossible, et donc il faut mettre les acteurs autour de la table, qu'on puisse aussi avancer de la même manière avec les distributeurs en Belgique. Mais en tout cas, et ta question pose un enjeu essentiel qu'on abordera vendredi aussi dans notre colloque sur la souveraineté européenne. On doit, quel que soit le secteur, retrouver du patriotisme économique. On n'a pas de patriotisme chez nous. Et c'est un vrai problème. Alors, je suis libéral, donc moi je suis pour le libre marché et je suis en totale faveur de la mondialisation. Mais quand vous allez dans la mondialisation, il faut que vous y alliez aussi pour défendre vos produits. Si à un moment donné, vous dites « je vais sur le marché et moi, je ne défends rien », alors c'est la catastrophe. Et la Belgique est un pays qui a fait beaucoup d'erreurs économiques à cause d'une absence de patriotisme. On a vendu notre énergéticien avec tout le savoir sur le nucléaire qui va avec, alors qu'on nous étions les leaders mondiaux sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la France est venue en Belgique pour voir comment fonctionnent nos réacteurs nucléaires, pour appliquer les technologies chez eux. Donc, on était vraiment les leaders mondiaux en la matière. On a vendu toute une série de nos groupes financiers. On a vendu beaucoup de nos groupes de distribution, alors que, là aussi, il faut savoir que le groupe Deleuze allait ouvrir des magasins, des grands magasins aux États-Unis. Ce n'est pas les Américains qui sont venus ici nous montrer comment ça se passe, la grande distribution. C'est nous qui avons été chez eux pour leur montrer. Donc, les Belges doivent réaliser le talent qu'il y a dans notre pays. Et je pense qu'on doit arrêter de vendre nos actifs stratégiques. Mais mieux que ça, on doit valoriser notre production. Et ça passe aussi par notre agriculture. On doit être fier de notre blanc-bleu belge, on doit être fier de nos coopératives, de notre production laitière. On doit vraiment être fier de nos produits et pouvoir les mettre en évidence. Et je pense que ça commence par l'éducation. Je parlais des écoles tout à l'heure et de ce qu'on faisait passer parfois comme message dans les écoles. On doit, dans les écoles, sensibiliser à cette question parce que c'est un vrai enjeu stratégique et c'est un enjeu d'éducation, de savoir s'alimenter correctement.
Et derrière, via des labels, on doit pouvoir amener facilement le consommateur à acheter les bons produits. Parce que, et je le répète, ma conviction, c'est que la majorité des consommateurs veulent pouvoir soutenir l'agriculture belge, l'agriculture wallonne en particulier, parce que je pense vraiment qu'il y a un lien d'affection entre notre agriculture et nos concitoyens. Merci Georges, on reviendra dans quelques instants avec les questions du public. Anne-Catherine Dalle que nous a rejoint. Merci Anne-Catherine d'être arrivée. On peut effectivement l'applaudir. Alors, beaucoup de points... J'ai fait ta première partie. Hein, c'est vrai, voilà. Une bonne première partie. Alors Anne-Catherine, beaucoup de points ont déjà été évoqués, mais la question du foncier, la question de l'accès à la terre reste un enjeu important. Alors on sait qu'actuellement il y a un grand chantier qui est en cours. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rendre la terre, ou en tout cas garantir la terre, toujours aussi accessible pour celles et ceux qui produisent et pour celles et ceux qui s'investissent au quotidien? Alors, d'abord, désolée, je voudrais m'excuser pour mon retard. J'étais coincée en commission parlementaire et c'est comme ça que ça fonctionne le Parlement. Tant que les parlementaires ne sont pas d'accord de vous lâcher, vous n'êtes pas disponible. Et aujourd'hui, ils avaient envie de parler de beaucoup de choses. Mais je suis là. Bonsoir à tous. Je suis contente de vous voir. Comme tu le sais, Georges-Louis, je suis un peu chez moi ici. Donc ça fait plaisir d'être ici et de parler d'agriculture. Je vais faire mon élu politique. Je vais commencer par pas répondre à sa question, mais compléter ce que Georges-Louis expliquait sur les labels. Alors, c'est vrai qu'on ne m'entendait pas. On a quand même plus ou moins compris ce que j'ai dit avant? Oui, ça va, très bien, parfait. Parfait. Jusque-là, c'était bien. On continue comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Sur la question des labels, donc en fait, le constat aujourd'hui pour les agriculteurs, c'est qu'il y en a déjà beaucoup. Et qu'en plus, souvent, c'est de la charge administrative supplémentaire. Et d'ailleurs, au début, on te dit, tu vas faire ce label, tu vas mieux gagner ta vie, et à la fin, c'est, si tu n'as pas le label, eh ben, on ne vendra pas ta nourriture. Donc, il faut faire attention avec les labels. Par contre, ce qu'il est important, c'est d'apporter de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on crée des labels à tout niveau. La grande distribution crée aussi des labels avec un agriculteur qui sourit à côté. Alors, on a l'impression qu'on paye bien l'agriculteur, mais ce n'est pas pour ça qu'en amont, on a bien payé l'agriculteur. Alors, en France, vous avez le label rouge. Le label rouge, ce n'est pas un label supplémentaire ou autre, c'est un label à travers toutes les filières. Parce que moi, j'ai demandé d'avoir une analyse dans toutes les filières, toutes les initiatives qui existaient. Donc lait, viande, céréales, etc. Toutes les initiatives qui existaient, qui viennent du terrain ou qui permettent de dire que c'est de l'agriculture de proximité, qu'on paye mieux les agriculteurs, etc. Eh bien, à travers toutes les filières, il y a plus de 60 initiatives. Sauf que chacun fait sa petite communication de son côté. Et donc, finalement, ça n'a pas une grande visibilité. Eh bien, le label rouge, comme il est en France, ou ce que je veux mettre en place ici en Wallonie, mais bon, il y a certaines filières qui sont belges aussi, qui doivent se réfléchir au niveau de la Belgique, c'est de dire, on ne va pas chacun faire ça chacun de son côté, mais toutes les filières, tous les labels qui répondent déjà à agriculture de proximité, mieux payer l'agriculteur, eh bien, ils pourront bénéficier de cette marque fêtière qui, elle, va avoir droit de la campagne communication radio, télé, où on va vendre notre agriculture, enfin vendre notre campagne. Elle est belle, notre campagne. Les gens adorent venir se promener dans nos campagnes. Eh bien, leur dire, quand vous mangez ça, eh bien, vous payez bien un agriculteur qui arrive à vivre dignement dans ces campagnes dans lesquelles vous allez vous promener. Donc, aujourd'hui, je travaille déjà à une marque fêtière pour vraiment mettre en évidence, et comme ça, quand le consommateur arrivera dans le magasin, eh bien, il verra clairement ce qui paye mieux l'agriculteur et ce qui ne le fait pas. Et je vais vous donner un petit exemple. La semaine dernière, je parlais avec un producteur de bière. La bière, ça se fait avec de l'orge brassicole. Et alors, il me disait, vous savez, moi, je mets déjà de l'orge wallon dans mes bières, mais je ne le dis pas. Parce que je devrais faire de la com, etc. Mais j'en mets. Parce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Parce que j'ai une question à vous poser. Sur 1 litre de bière, quel est le coût de l'orge wallon dans ce litre de bière? 2 centimes. Bon. Non, en fait, en moyenne, ça peut aller de 2 à 10, je pense, parce qu'il y a des écarts, c'est 5 centimes. Donc ne venez pas me dire que quand l'agriculteur il va demander 50% de plus de son prix, ce qui n'est pas énorme, mais par contre, franchement, l'agriculteur il sera vachement content parce que 50% en plus du prix des céréales vendues au marché mondial, c'est notable. Ne venez pas me dire que 2,5 cents pour le consommateur, ça va le faire changer de marque de bière préférée. Okay ?
Donc, il y a déjà un certain nombre de brasseurs qui travaillent avec de l'orge wallon. Moi, j'ai envie de pouvoir montrer aux consommateurs que ces brasseurs belges, ils font ça, que ce sont des bières qui sont faites avec de l'orge wallon. Et quand ils vont gagner plus de parts de marché, parce qu'un consommateur, il va se dire, quitte à choisir entre mes 2 bières préférées, je vais prendre celle qui est faite avec de l'orge wallon. Quand il va pouvoir faire ça, ce sont des parts de marché qui vont augmenter pour ces bières-là. Et les autres bières, elles vont se dire, en fait, si j'ai envie de garder des bonnes parts de marché, je vais aussi aller chercher de l'orge wallon. Et donc, ce seront davantage de contrats qui vont arriver vers vous, parce que je ne vais pas non plus accepter n'importe quel contrat derrière cette marque forte, derrière cette marque fêtière, qui vont arriver vers vous et qui vont dire, qui vont offrir des nouveaux débouchés, des nouvelles perspectives à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans une rotation, dans une bonne terre comme ici, on a besoin de céréales dans une rotation. C'est important pour que ça fonctionne bien. Et le marché mondial, les céréales à 160 € tonne, sauf si l'Union européenne change de vision, malheureusement, moi, je n'ai pas de prise là-dessus. Par contre, on peut faire d'autres types de céréales, d'autres débouchés. Alors certains me diront, oui, mais c'est compliqué. Et si on a des terres trop en or, ça ne marche pas. Eh bien, j'ai déjà parlé avec des agriculteurs qui m'ont dit, c'est vrai que c'est pas simple, il faut bien suivre sa matière organique, tout ça dans ses sols et ses engrais azotés, mais il y a moyen de faire de l'orge brassicole et d'être accompagné pour ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette question de label, moi je travaille déjà aujourd'hui à une marque fêtière qui va mettre en évidence les labels existants, mais ceux qui payent bien, et l'agriculture de proximité pour augmenter les parts de marché vers ces produits-là et pour tout simplement faire une meilleure communication que toutes ces initiatives, elles font déjà leur job à leur échelle, mais il faut que ce soit beaucoup plus visible. Et d'ailleurs, donc en fait, le marché créatif a été lancé dans des boîtes de communication. Il y a 4 boîtes de communication qui sont aujourd'hui en train de travailler à tout un univers à développer et qui sera disponible au niveau des consommateurs. C'est un travail que je réalise avec la PACW et le Collège des producteurs Bio-Wallonie, 3 structures que je suis en train de réformer pour créer une nouvelle structure, pour mieux répondre aux objectifs de faire de la promotion, aller dans les écoles et vraiment travailler une promotion qui améliore vraiment le revenu des agriculteurs. C'est quand même la moindre des choses. Tout le monde paye aujourd'hui une cotisation à PACW. Eh bien, ça doit être pour améliorer les revenus et que les consommateurs soient plus au courant de quoi manger pour être en bonne santé et vers quelle filière aller. La question du foncier maintenant. J'arrive sur le foncier. Super. Je venais de terminer. Merci Kassem. Alors, la question du foncier. Aujourd'hui, donc tout le monde le dit, il faut pouvoir créer l'accès à la terre. Il y a aujourd'hui 50% d'agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Il n'y en a que 20% qui sont certains d'avoir un successeur. Donc ça veut dire que sur les 15 prochaines années, vous allez avoir un changement, énormément de fermes à remettre. Alors ces fermes, on veut qu'elles soient reprises par des grosses sociétés avec des actifs détenus par des financiers, a priori belges, mais on ne sait pas comment ça évolue à l'avenir, ou est-ce qu'on veut que ce soit toujours détenu par des agriculteurs indépendants? Alors, le choix de la société, il est très clair. Elle veut garder son agriculture familiale. Elle l'a montré pendant les manifestations. Ils étaient d'accord d'être bloqués 5 heures, mais ils étaient derrière les agriculteurs. C'est une volonté politique aussi de garder l'agriculture familiale. Et c'est une question d'autonomie stratégique. Je reprends souvent l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, la plus grande ferme, elle fait la taille de la Wallonie. Et c'est détenu par différents financiers, dont des Chinois. Alors je pense que le jour où il y a un changement climatique qui est de plus en plus présent, que les Chinois manquent de nourriture, oui, ils iront d'abord aller chercher cette nourriture pour nourrir leur population. Donc c'est une question d'autonomie stratégique que d'avoir des fermes toujours détenues par des agriculteurs indépendants wallons. Et de toute façon, l'agriculture familiale, on sait très bien que c'est la plus belle des agricultures. Je suis née dedans. C'est tout simplement un bonheur que de perpétuer ce modèle dont je suis issue, dont nous sommes issus. Alors, le problème, c'est que pour permettre à ces jeunes de s'installer, s'installer au sein de leur propre ferme, parce qu'il faut savoir repayer des parts à ses frères et ses sœurs, mais aussi hors cadre familial. J'étais la semaine dernière à l'Arrêt, j'avais 20 jeunes devant moi. Il y en a plusieurs, en fait, ils vont reprendre la ferme familiale, et il y en a d'autres, ils rêvent de ça. Donc des repreneurs, il y en a. Mais il faut qu'il y ait un lien entre les cédants et les repreneurs. Le problème, donc il faut leur donner l'accès à la terre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un propriétaire retrouve l'accès à sa terre, sort d'un bail à ferme, ou qu'un agriculteur en fin de carrière n'a pas de successeur, qu'est-ce qu'il fait? La plupart du temps, il vend ses terres ou il met dans une société de gestion. Mais refaire un bail à ferme, c'est extrêmement rare.
Je ne sais pas vous, mais moi, tous les notaires me l'ont dit. Il y a une chute au niveau des baux à ferme réalisés. On ne fait plus des baux à ferme. Alors, deux choses. Il y a donc les agriculteurs, les propriétaires historiques ou les agriculteurs pensionnés, ils vendent ou ils font des contrats précaires via des sociétés de gestion, etc. Donc moi, je travaille d'abord sur la définition de l'agriculteur actif, ne plus donner des aides PAC aux sociétés de gestion. C'est pas simple, je demande des avis juridiques, etc. On fait avancer ce travail-là. Mais il faut se dire qu'il y a des agriculteurs qui se sont mis en société, et puis il y a les sociétés de gestion. Comment différencier les deux modèles? Donc ça, c'est d'un point de vue juridique une question plus complexe à réaliser, mais sur laquelle j'avance. Deuxièmement, il faut rendre le bail à ferme plus attractif. Premièrement, des incitants fiscaux. Si on fait un bail à ferme, si le propriétaire fait des baux à ferme, eh bien, il a des incitants fiscaux, des droits réduits pour la donation, pour la succession. C'est vrai. Pourquoi est-ce que le contrat de location en agriculture est tellement spécifique, qu'on a le bail à ferme qui est sur une plus longue durée? C'est parce qu'un agriculteur, s'il n'a pas une vision sur au moins 15 ans, il ne sait pas investir dans des équipements, il ne sait pas investir dans une étable, et donc il ne sait pas produire. Donc il faut un contrat à plus longue durée. Le propriétaire, c'est vrai que du coup, il laisse sa terre une plus longue durée dans les mains d'un locataire. Eh bien, c'est normal que la société lui dise à un moment donné, ben, je te donne des incitants fiscaux. Deuxièmement, la question du fermage. J'ai mis tout le monde autour de la table, les 5 syndicats agricoles, la fédération des notaires, la fédération des propriétaires, je leur ai dit, réfléchissez à la question du fermage. Moi, il y a beaucoup d'agriculteurs qui viennent me voir et qui me disent « je ne paye pas assez de fermage ». Troisièmement, la question de pouvoir vendre une certaine partie des terres en bail pendant le bail. Aujourd'hui, le propriétaire peut désigner 2 hectares qui peuvent être vendus durant le bail à ferme en libre d'occupation, mais toujours avec le droit de préemption. Eh bien, les notaires, ils le disent, il y a un quart des solutions qui sont réglées grâce à ça. Il y a plein de baux à ferme, on les fait parce qu'il y a ça, parce que le frère ou la sœur, il dit, je suis d'accord de mettre en bail si je peux toujours vendre 2 hectares libre d'occupation, mais mon frère ou ma sœur garde le droit de préemption pour acheter la terre. Les banquiers le disent aussi. Les banquiers disent que ça résout beaucoup de problèmes de transmission. Des propriétaires qui allaient vendre, qui finalement se disent, je vais faire ça. J'ai mis ces 3 orientations autour de la table. J'ai dit au syndicat agricole, à la fédération des propriétaires, également à la fédération des notaires, j'ai dit avancez sur ces 3 orientations, mais moi à la fin, je veux que les propriétaires aient envie de refaire du bail et que les agriculteurs puissent refaire plus facilement des baux. Alors il y a également la question de l'augmentation très rapide du prix de la terre, bien au-dessus de l'inflation normale. Et donc là, on étudie plusieurs dispositifs présents dans le reste de l'Union européenne. Alors, je le dis tout de suite, je n'irai pas jusqu'à la SAFER, parce que j'ai plusieurs amis en France, ils m'ont tous dit, en fait, donc en France, c'est un responsable de l'État qui s'occupe de remettre en location ou de revendre les terres à un certain prix en fonction de certains critères. Moi, ils m'ont tous dit, si tu n'es pas un grand copain du fonctionnaire de l'État, tu ne sais jamais reprendre une terre, ou tu ne sais jamais acheter une terre. Ça, c'est un peu quand on met l'État un peu trop présent dans nos politiques, et c'est pour ça que je suis libérale, ça pose toujours problème à un moment donné. Il faut savoir laisser un marché se faire, mais un marché quand même avec un cadre plus adapté, parce qu'aujourd'hui, oui, le prix de la terre est en train de beaucoup trop augmenter, et je sais à quel point mon parti est sensible à cela. Donc voilà ce sur quoi j'avance aujourd'hui sur la question du foncier, mais aussi de l'agriculteur actif, pour redonner l'accès à la terre. Merci Anne-Catherine. Alors on pourra encore aller sur la question de la simplification administrative, moins de paperasse, ça se matérialise comment, mais je propose qu'on vienne à nos échanges ensemble avec vos questions, vos interpellations, vos avis, vos contradictions ou pas sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit. Donc c'est simple, je vais vous demander si vous souhaitez de participer, eh bien de lever la main, et ensuite je choisirai plusieurs questions à la fois, on essaiera de prendre un maximum de questions, je les prendrai par lot, donc pas de panique, on va faire passer des micros. Donc levez bien les mains parce que j'ai un reflet avec les lumières, comme ça je vois. Alors on va commencer chez monsieur ici, puis on ira au fond. Monsieur, levez-vous si vous voulez bien, comme ça les gens vous voient et on vous apporte un micro. Alors on vous donne le micro. Voilà. Allez-y, oui. Monsieur Boucher, je crois que le micro, non. Oui, on vous entend, allez-y. Voilà. Il faut savoir que je m'occupe d'un jumelage en France que Madame la ministre connaît très bien maintenant. Mon jumeau normand pour son lait, j'ai oublié de dire que j'étais agriculteur-producteur de lait à Sprimont, à 100 km d'ici, voilà.
Il a touché pour le mois de janvier 61 cents finis. Nous, ici, on a touché 38 cents finis à une laiterie wallonne. Donc, c'est quand même une fameuse différence. Et alors, vous citez des chiffres du pouvoir d'achat. Nous, les agriculteurs, on est où? Vous le savez? Voilà. C'est indiqué dans la vidéo, vous avez 30% de moins que la classe moyenne en termes de revenus. Oui, mais on est Donc c'est vraiment dans les tout derniers déciles. On est quand même fort loin. Et pour Anne-Catherine, on parle aussi des normes environnementales, lisiers, etc. chez nous. Quand je compare toujours avec la Normandie, c'est 400 km de chez moi. Ce n'est pas du tout les mêmes normes, vous le savez. Je pense que vous êtes un spécialiste du conclave. Il faudrait peut-être essayer... Je pourrais finir pape alors. Moi, je veux bien. Je ne sais pas si votre femme sera d'accord, on arrête. Je ne crois pas. Mais pour essayer qu'on s'adapte aux normes agroclimatiques. Tout a changé. Moi, il y a 40 ans que je fais le fermier. J'ai conduit, il y a prescription donc je le dis, du lisier sur de la neige. Maintenant, on ne fait plus ça. Je résume en disant, on travaille la terre quand elle est amoureuse. Merci. Merci beaucoup, monsieur. On va aller, monsieur, au fond, lever la main. On vous apporte un micro. Oui, bon, après on ira là-bas au fond. Oui, On va toutes les prendre, hein, pas de panique. Bonjour. Bonsoir, monsieur le président et madame la présidente. Madame la ministre, très bien content de vous entendre crier, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chardon dans le ballot, c'est déjà pas mal. Maintenant, une petite question ici à propos de monsieur Copiters. J'ai un t-shirt à son effigie, on l'a entendu beuler tantôt. Il est occupé à nous empoisonner la vie. Je fais partie de la commune de Genappe. Il y a à peu près entre 15 et 20 zones de captage. Un de mes collègues ici peut en témoigner. Il y a à peu près entre 5 et 10% de captage qui pose problème. Et si on écoute M. Copiters, on passe tous au bio et on devient tous des jardiniers de la terre avec la trilogie des ZZ, Binette, Razette et Bronzette. Voilà. Maintenant, autre chose, traite de plaisanterie. J'aimerais bien savoir, Madame le ministre, quand est-ce que vous allez l'inviter, quand il fait 30-35 degrés, avec une rasette, et comme on dit en wallon, qu'il ratchera dans ses moignes, et il aura des cloches. Voilà, merci. Merci, monsieur. Monsieur au fond, allez-y. Bonjour. Une question pour Madame la ministre. Vous parliez du foncier, je suis ici, voilà. Vous parliez du foncier. Je vous raconter une petite histoire qui s'est passée ici à Chaumont-Gistois, à Longueville, il y a 5 ans. Il y a une de mes connaissances qui veut vendre ses terrains agricoles. Il tombe sur quelqu'un qui veut acheter ses terrains agricoles pour mettre ses chevaux dans son fond de jardin et on lui propose 80 000 € l'hectare. Sur ces 80 000 € l'hectare, bien sûr, il y a un droit de préemption du fermier et le fermier dit non, je ne libère pas ma terre, mais je te donne seulement 35 000. Comment est-ce que le propriétaire, voulez-vous, que ce propriétaire-là puisse à un moment donné continuer à donner un bail à ferme à n'importe qui d'autre, puisque de toute façon, son bien, il ne peut pas le vendre s'il est occupé, même s'il y a la loi sur les 2 hectares, que deuxièmement, cette personne, parce qu'il n'a qu'une dizaine d'hectares en propriété, il ne peut pas la cultiver lui-même, parce que même s'il fait des études, ça doit représenter plus de 50% de son revenu. Et comment voulez-vous aussi, à un moment donné, que quelque part, au vu du propriétaire, est-ce que mettre une terre en location dans un bail à ferme, mais quelque part, ça devient un peu une sorte de vol légal, puisque son bien vaut 2 fois moins, et il n'en a plus la possession pendant entre 9 et 27 ans. Merci pour votre question. J'ai vu votre main levée, je regarde de ce côté-ci. Oui, allez-y. On vous apporte un micro. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Donc voilà, donc étant en permanence avec les agriculteurs tout le long de l'année, j'ai 2 grandes questions à poser. Et la première concernant le foncier. Donc à l'instar de ce qui se fait en France, par le biais de Terre Invest, Vatel Capital, il suffit de regarder. Donc en fait, ce sont des fonds privés ou des fonds, je vais dire, agro-industriels français qui achètent la terre et qui la redonnent en location tout en respectant bien les conditions du droit rural en France à des néo-agriculteurs ou des agriculteurs existants. Parce que le gros problème que l'on a, c'est vrai que vous en avez parlé au niveau de la terre, c'est impossible, franchement, c'est impossible pour un agriculteur
de pouvoir devenir propriétaire de toute cette terre qui cultive. Et de plus est, une fois qu'il y a un saut générationnel, tout recommence à zéro, quoi, hein. Donc, à partir du moment où il y a 2, 3 enfants au niveau de la famille, qu'il y a un seul qui reprend la ferme, comment racheter à ses frères et sœurs avec une inadéquation entre le revenu agricole et le prix du foncier? Ça, c'est la première question, voir un petit peu si c'est possible ici en Wallonie de mettre ça en place. Et alors, concernant ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau des primes, il faut aussi, parce qu'on est en train de réfléchir à ça aussi dans des sociétés de gestion en France, c'est la transparence sociétale. Ça veut dire que quand il y a une société qui fait écran, qui cultive, c'est toujours à l'agriculteur, c'est l'agriculteur qui doit prouver que plus de 50% de son revenu est bien issu de l'agriculture, de son travail, pour pouvoir jouir des primes, même s'il est en société. Ça, là, il y a peut-être, je vais dire, juridiquement un travail à faire, de manière à pouvoir détecter que c'est bien l'agriculteur qui exploite via sa société, même s'il touche un salaire, hein, les fameux salaires de 45 000 minimum pour avoir le taux réduit, hein, en société. Donc voir si c'est bien lui qui peut jouir des primes. Et alors au niveau des primes en elles-mêmes, peut-être puisque la moyenne des hectares ici pour une ferme wallonne, c'est 59 hectares, on va arrondir à 60. Pourquoi ne pas concentrer sur ces 60 premiers hectares le double de la valeur nominale d'une prime, la diminuer par 2 sur les 60 suivants, et puis plus rien après. Ainsi, on va soutenir véritablement les petites exploitations. Merci, monsieur. Voilà. On vous donne le micro, monsieur. Monsieur, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Madame la ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président du MR, chers collègues agriculteurs pensionnés, en société ou en personne physique, dans la plupart des pays, on essaye d'allonger l'âge de la retraite avec fracas. Pourquoi vouloir supprimer les primes PAC aux agriculteurs pensionnés? Veut-on les décourager? En Wallonie, le courage au travail est-il encore d'actualité? Madame la ministre, j'espère que vous mettrez les bouchées doubles pour que cela n'arrive pas. Merci. Merci, monsieur. On va encore prendre une question et je reviendrai. Oui. Levez-vous. C'était pas mal le coup des bouchées doubles. Ouais. Avec moi à côté, je trouve. Voilà, j'aurai 3 questions. Ah, attendez, on va... Le micro, normalement. C'est bon? J'aurai 3 questions. La première, vous avez parlé de normes administratives. J'en ai une bonne pour cette semaine. Vous voyez, là devant le tracteur, il y a une plaque G rouge. Ça veut dire que les tracteurs agricoles sont autorisés à rouler avec le mazout rouge, donc moins taxé. On a reçu dans plusieurs fermes cette semaine, par le SPOE Finance, des papiers à remplir comme quoi on roulait bien au mazout rouge. On nous dit apparemment que c'est parce qu'il y a des fraudes, enfin il y a de la fraude, et c'est pour mieux contrôler. Alors je ne sais pas si remplir un papier va mieux contrôler, mais voilà, c'est ce que l'administration nous a répondu. Donc ça, voilà, j'ai un petit peu des doutes. Deuxième question, la problématique des sangliers. Je crois que ça c'est pour Madame la Ministre. Cette année-ci, c'est de nouveau catastrophique. On est occupé de débousser les prairies. On y va aujourd'hui, tout est nickel, le lendemain, tout est dégommé. Mais catastrophique. Et alors ma troisième question, votre avis sur le dépotec qui va se faire ici à Wavre sur des terres agricoles. 23 hectares de bonnes terres agricoles qui vont être prises pour un dépotec. Voilà. Merci beaucoup pour cette première salve de questions. Anne-Catherine, voilà, on va donc donner réponse à sa question. Je ne sais pas quel est l'ordre que tu souhaites prendre, mais peut-être d'abord aller sur le foncier. Il y avait quand même quelques questions qui avaient été posées là-dessus. La question de monsieur qui évoquait la mise en location d'une terre agricole dans le cadre d'un bail à ferme. La question du rachat, comment est-ce qu'on fait à terme si un frère ou une sœur souhaite racheter et acquérir l'exploitation, la terre. Ensuite, voilà, on va les énumérer point par point, mais je t'en prie. Merci. Alors, d'abord sur la question du foncier, je pense que ça a commencé par le foncier, un droit de préemption. C'est monsieur qui a commencé en parlant du foncier. Alors, je ne connais pas la situation particulière, mais
il y ait en effet prévu dans la loi du bail à ferme un droit de préemption pour le locataire. Donc ça veut dire en fait que le locataire aurait dû suivre le prix proposé par l'autre personne. Et ça n'a pas été le cas, je ne connais pas la situation précise. Et je voudrais quand même préciser quelque chose. Vous dites qu'on est dans le cadre du bail à ferme des durées au niveau à une question de vol légal. Alors, je suis arrivée, j'ai parlé du foncier, j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, un bail à ferme... Pourquoi est-ce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place plein de choses pour que l'agriculture aille mieux, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on était importateur net, on ne faisait pas assez à manger en Union européenne, on a fait une politique agricole commune, on a mis les objectifs, on y a mis les moyens. En quelques années, on a été exportateur net, et on est les plus grands exportateurs alimentaires. Deuxièmement, l'État a aussi légiféré sur le contrat de location en terre agricole. Il a créé le bail à ferme. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, si l'agriculteur veut pouvoir investir, faire des étables, acheter l'équipement, nourrir la société, et nourrir la société, c'est un enjeu essentiel dans une société, on juge toujours un dirigeant politique depuis des siècles à sa capacité à bien nourrir la population. Parce que quand est-ce qu'il y a eu des révoltes ? C'est chaque fois que les gens avaient faim. On peut le dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a plus faim. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire ça ? Parce qu'on a mis en place une politique agricole commune, parce qu'on a légiféré le bail à ferme pour qu'il soit sur certaines durées. Alors vous appelez peut-être ça du vol légal. Moi je dis quand même que les agriculteurs depuis des décennies, et après la politique agricole commune, grâce à ce bail à ferme, eh bien, elle a pu nourrir la population. Et ça c'est extrêmement important de le rappeler. Alors, je suis tout à fait d'accord que du coup, un propriétaire, il ne voit plus sa terre, il voit plus sa terre pendant plusieurs années. Je vous l'ai dit, l'agriculteur, il a besoin de cette garantie pour pouvoir avancer. Mais je suis justement en train d'avancer là-dessus, sur des incitants fiscaux. Il y a déjà des incitants fiscaux qui existent par ailleurs. On peut déjà, dans certaines situations, avoir des taux de donation à 0%, des taux de succession à 0%. Moi, je suis d'accord d'étendre ces réductions de droits de donation, de droits de succession pour un propriétaire qui, à un moment donné, décide, au service de la société, de faire un bail à ferme avec un agriculteur pour nourrir la population. Alors, on m'a également parlé en France de Terre Invest, qui achète de la terre, etc., et qui refait des contrats en bonne et due forme. Je ne connais pas bien cette situation. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a des sociétés de gestion ou des sociétés tout court qui achètent de la terre et qui les remettent en location via des contrats précaires, des détournements de bail à ferme, et qu'il faut pouvoir faire face à cela. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que vous commencez de plus en plus à avoir des secteurs, avec des acteurs de ces secteurs qui ont quand même accumulé des plus gros capitaux, parce que ce sont des plus grosses sociétés, des plus grosses structures, qui commencent à acheter de la terre pour faire de la compensation d'émissions carbone. On a le marché crédit carbone qui a été voté par la réglementation européenne. Ça va bientôt être en application. On en est au niveau de la mise en œuvre wallonne. Moi, je suis arrivée. C'était voté au niveau européen, donc on met en œuvre au niveau wallon. Et de plus en plus, j'entends des agriculteurs, par exemple du côté de Herve, mais c'est pas que c'est aussi dans le Hainaut, etc. Ils arrivent en pleurs chez moi parce qu'ils me disent « j'avais des prairies près de chez moi que je cultivais depuis des décennies ». Et il y a quelqu'un qui est venu mettre un prix de fou parce qu'il a des autres capitaux et en fait il est en lien avec un secteur industriel qui veut faire une compensation de ses émissions carbone. Et donc on est face à des capitaux tout à fait différents. Et ça c'est un gros risque aussi que ces nouveaux acteurs arrivent sur le marché foncier et ne permettent pas aux agriculteurs de savoir acheter leurs terres. Parce que séquestrer du carbone, tout le monde est d'accord, plus on a de la matière organique, plus on séquestre du carbone, c'est très bien, mais ça ne doit pas pour ça occasionner une augmentation de la pression foncière. Alors, tant que je parle d'accès à la terre, vous avez parlé des primes aux pensionnés. Alors, le commissaire, donc moi j'avais déjà cette vision, mais le commissaire à l'agriculture au niveau européen a décidé d'arrêter les aides PAC pour les agriculteurs pensionnés, ceux qui ont une pension. C'est une décision européenne. Et deuxièmement... Anne-Catherine, je m'excuse, on va juste demander au fond de la salle, s'il vous plaît, d'un tout petit peu baisser le volume, histoire qu'on puisse continuer. Et promis, dans quelques instants, on prendra un verre et on mangera de la viande. Voilà. Anne-Catherine. Et moi, ce sera bien clair, je laisserai les aides aux agriculteurs pensionnés qui ont un successeur.
qui sont en train de transmettre leur exploitation agricole. Et il faut se rappeler quand même que la PAC, c'est de l'argent des citoyens, c'est de l'impôt, à un moment donné, qu'on prend chez les gens. Notre société, et puis le responsable politique, il est responsable de bien gérer cet argent public. Le responsable politique, aujourd'hui, c'est quoi sa grande mission? C'est d'avoir un renouvellement de génération, c'est d'installer des jeunes agriculteurs. Alors oui, l'agriculteur pensionné, il peut continuer à faire ses terres, il peut toujours le faire par hobby, par loisir, etc., et continuer à faire ses terres. Il aura une pension, la pension qui est déjà de l'argent public, payée par l'impôt des citoyens, mais cet argent de la PAC, qui est de l'argent public, eh bien, on doit lui donner l'objectif que l'Union européenne se donne, c'est le renouvellement des générations. Et donc, on va laisser les aides PAC aux agriculteurs pensionnés qui ont un successeur. C'est des choses qui peuvent s'envisager. Il faut savoir réaugmenter aussi la pension des indépendants, et c'est quelque chose qui est cher à notre parti. Alors Anne-Catherine, il y avait la question du bio, avec monsieur qui interpellait, tiens, sur Yves Copiters, un collègue proche du gouvernement wallon. Voilà, on prend ça comme réponse? Je plaisante. Non, non. Alors, on parlait de différentes contraintes environnementales, de simplification administrative et en effet de mon collègue le ministre Copiters. Je vais peut-être répondre de manière générale au niveau de toutes les contraintes administratives, notamment environnementales. Moi, je compare souvent ça à une lasagne. On a mis, année après année, un certain nombre de couches successives administratives. Et alors, au niveau fédéral, avec l'AFSCA, mais aussi tous les cahiers des charges, Vegaplan, Codiplan, QFL, etc. Au niveau wallon, la politique agricole commune, et puis aussi des règles environnementales, avec le ministre Copiters, qui est en charge du PGDA, donc de fait de pouvoir mettre des lisiers, etc. Donc voilà, tout ça ressort de lui. Et donc non seulement cette lasagne, il faut savoir lui enlever des couches, et il faut savoir la rendre plus digeste. Premièrement, comment on enlève des couches à la lasagne? Eh bien, déjà aujourd'hui, je parle avec le ministre Clarinval, avec David, sur travailler ensemble à enlever des couches chacun de son côté. J'ai été voir le commissaire européen à l'agriculture pour lui demander d'avancer sur un certain nombre de choses, pouvoir enlever un certain nombre de charges administratives. Je vais avoir des réponses durant les prochaines semaines. Et après les manifestations de 2024, le gouvernement wallon s'était engagé à revoir un certain nombre de choses au niveau des mesures environnementales, et c'est quelque chose que le ministre Copiters continue à faire avancer. Et moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je lui rappelle que c'est important d'avancer sur ces mesures environnementales. Et donc, on va pouvoir diminuer un certain nombre de couches administratives. Ensuite, avec la lasagne qui restera, eh bien, il faut la rendre plus digeste. Et donc là, je suis en train de travailler à une plateforme à encodage unique, où, quand on met son information une fois, on ne doit pas la répéter 3 fois. C'est un travail de longue haleine. Si vous voulez tout savoir, si je suis arrivée tard aujourd'hui, c'est parce que j'étais au Parlement wallon, en commission agriculture, et on faisait passer un décret pour que les données personnelles des agriculteurs, les données SIGEC, deviennent des sources authentiques. Et à partir du moment où les données SIGEC sont reconnues comme sources authentiques, d'autres organismes pourraient venir demander les données. Si, et seulement si, l'agriculteur a dit oui. Parce que moi, je ne veux pas prendre le risque que tout d'un coup, on vole les données aux agriculteurs sans qu'ils aient donné leur consentement. Donc ça, ce sera bien le principe. Mais pour faire ça, 3 passages au gouvernement, passer au Parlement, y passer un certain nombre d'heures, etc., concerter avec un certain nombre de parties prenantes. Donc j'y suis. Dans quelques jours, les données SIGEC seront des données authentiques et je pourrai encore avancer sur ma plateforme à encodage unique. Mais c'est triste à dire. Voilà, c'est pas aussi simple qu'on veut planter du froment, on prend ce semoir. Je voudrais, mais d'ailleurs on travaille là-dessus, sur améliorer et augmenter la rapidité du processus législatif. 3 passages au gouvernement, au Parlement, etc. Il faut pouvoir avancer. Et sur les contraintes environnementales, donc il faut avoir bien en effet les mêmes niveaux de normes au niveau français, belge. Ça, normalement, c'est la Commission qui s'assure qu'on a des normes équivalentes, mais j'entends la remarque là-dessus. Sur les zones de captage, alors donc, en effet, la question des zones de captage, c'est dans la compétence du ministre Copiters, mais c'est quelque chose qui devra être validé par le gouvernement wallon. Donc, avant qu'il y ait un accord, il faut que tous les ministres autour de la table donnent leur accord sur le compromis. Et il est clair que moi, je suis déjà ce dossier.
Alors, c'est le ministre Kopiters qui est responsable du délai de traitement de ce dossier. Donc, je sais qu'il réunit les syndicats agricoles. Je suis présente avec mon cabinet également pour pouvoir atteindre les objectifs. On veut tous moins de phyto dans les zones de captage. Il y a déjà aujourd'hui, sur base volontaire, des contrats de captage qui sont réalisés. Hein, c'est des choses expérimentales, mais pas loin d'ici. Parce que, voilà, moi, pourquoi... Enfin, si on met moins d'argent pour dépolluer, mais que grâce à ça, on peut investir dans des machines qui utilisent 80% de phyto en moins, sans pour autant qu'on ait pris la rasette, pourquoi pas? Mais on est loin de... Enfin, voilà, les syndicats doivent être force de proposition là-dessus, mais sachez bien que je ne lâcherai pas tant qu'il n'y a pas quelque chose qui sera validé par le secteur agricole. Et c'est pour ça que les syndicats agricoles sont dans les groupes de travail. On doit pouvoir atteindre les objectifs, mais il faut le faire avec des pratiques qui correspondent aux agriculteurs. Et j'entends, vraiment, j'ai eu plusieurs messages d'agriculteurs qui me disent j'ai 90% de ma ferme en zone de captage, j'ai peur, je les comprends. Et je ne laisserai jamais quelque chose qui met autant en difficulté les agriculteurs passer. On doit pouvoir toujours réaliser son activité agricole. Alors, il y avait encore peut-être 4 points. La question évoquée par monsieur au début sur l'interpellation, tiens, les normes agroclimatiques. Et enfin, des cas peut-être plus précis, le mazout rouge, la question des sangliers, et puis la question de l'utilisation des terres agricoles pour y mettre un dépôt tech, pas très loin d'ici, à Wavre. Oui. Alors, tu as commencé avec la question du prix du lait en France et en Belgique. En effet, j'étais assez choquée parce que moi, donc, le prix du lait, on commençait à avoir un peu peur, on voyait que ça diminuait en novembre. Et donc, je suis allée au Conseil européen des ministres de l'Agriculture, hein, on est 27 autour de la table, le commissaire est là, et j'annonce qu'on voit une diminution du prix du lait en Belgique et qu'on demande à suivre l'évolution. On ne savait pas encore, on sentait, tout le monde disait que ça allait diminuer, on ne savait pas à quelle vitesse et dans quelle proportion. Et j'en parle à la ministre française, et je lui ai dit, tiens, est-ce que vous voyez aussi des diminutions? Non, pas du tout. Et je me dis, mais enfin, comment c'est possible? Voilà. Et donc, voilà, hein, j'ai demandé un peu une analyse des différents prix du lait en Union européenne pour voir si d'autres pays allaient faire la même demande que moi. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Eh bien, par exemple, aujourd'hui, le prix du lait le plus faible en Europe, c'est le prix en Belgique. Alors, mais comment on est arrivé à cette situation? Franchement, la Belgique, c'est quand même un pays développé, intelligent, qui a une industrie, etc. Eh ben non, on a le plus faible prix du lait. Alors, comment, en allant chercher vraiment des informations aux différentes laiteries, avec les analystes, avec les représentants des filières. En fait, si on prend l'exemple de la France, en France, 75% du lait produit en France est transformé dans des produits vendus dans les magasins français et en Belgique. En Wallonie, c'est l'inverse. Vous n'avez que 20 à 25% de produits qui sont transformés et vendus ici. Donc en fait, quand vous mangez un yaourt, vous êtes en train de faire profiter aux producteurs de lait français d'un meilleur prix. Voilà, c'est le consommateur belge, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Donc, il est vraiment important, et je sais que plusieurs laiteries... Alors, on n'a plus beaucoup de laiteries belges en plus, hein, on a souvent des laiteries qui favorisent d'abord leurs producteurs, parce que c'est l'Union européenne, mais bon, comme l'actif est au départ dans un pays autre, on fait d'abord plaisir à ces producteurs-là. Donc, il reste quand même quelques laiteries belges, et je sais que plusieurs ont envie de développer des chaînes de fromage, des chaînes de production de fromage, parce que par exemple, le lait quand vous vendez du lait en tétrabrique dans le magasin, vous valorisez 15 cents plus cher que le litre de lait aujourd'hui vendu sur le marché mondial en poudre de lait et en beurre. Et 15 cents de plus, c'est 15 cents de plus qu'on peut donner en amont à l'agriculteur. Donc je sais que des laiteries veulent développer des chaînes de fromage, etc. Il y a au niveau du ministère de l'économie en Wallonie des aides à l'investissement qui font effet levier pour lancer ces investissements dans l'industrie agroalimentaire et qui, progressivement, mais à moyen terme, c'est triste à dire, mais qui à moyen terme, permettront d'avoir une meilleure valeur du prix du lait. Voilà. Et d'ailleurs, le projet de marque forte, c'est pour ça. C'est pour que le consommateur belge, pour faire son Dagobert quotidien, voilà, il ne prenne pas du Gouda hollandais, qui a bien payé, mais qu'il prenne aussi du Gouda wallon, ou en tout cas un fromage de ce type-là en Wallonie. Et alors, par rapport à la question du prix du lait, sachez, donc ça, ce sont des choses à moyen terme, mais il faut savoir répondre aux choses à court terme, parce qu'on voit que le prix diminue. Il y en a qui disent que ça va durer 6 mois, il y en a qui disent que ça va durer 1 an. On verra. Moi, en tout cas, j'ai demandé à mon collègue flamand pour voir si on pourrait activer la réduction volontaire de production de lait. C'est quelque chose qui m'a été demandé par 5 syndicats agricoles. Alors moi, j'ai toujours trouvé paradoxal d'être payé pour quelque chose qu'on ne produit pas.
Mais il faut se rendre compte qu'il y a 10 ans, ça a bien fonctionné. Tout de suite, ça a réaugmenté. Et ils l'ont fait après 1 an, quand les trésoreries étaient au plus bas, quand c'était fait très mal. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on subit le marché ou est-ce qu'on met des mécanismes en place pour savoir travailler avec le marché? Parce que ça va peut-être coûter une certaine quantité d'argent au niveau européen. Après, c'est de l'argent qui est pris de la PAC et mis dans une réserve de crise. Mais est-ce qu'il vaut mieux dépenser ce budget-là ou laisser des millions d'euros se perdre dans toutes les trésoreries d'Union européenne? Parce que pour le moment, les trous qui sont en train de se faire dans les trésoreries, les revenus qui sont en train de diminuer, les différences de chiffre d'affaires qui rentrent dans les fermes, c'est énorme. Et donc il faut savoir évaluer cela. Après, pour le moment, il n'y a que 4 pays avec la Belgique qui disent ça va mal le prix du lait. Donc sur 27, voilà, on verra comment ça avance. Mais en tout cas, il faut à un moment donné que l'Union européenne sache se dire... et alors aussi, est-ce qu'il faut attendre de s'être fait mal et de s'être coupé une jambe avant de faire cela? Est-ce qu'il ne faut pas être plus réactif et plus savoir agir avec cela? Et alors, les sangliers, donc, le ministre Willy Boursu avait à l'époque renforcé les mesures au niveau de la destruction des sangliers. Après 2 ans de données, on voit les effets de ces mesures, les mesures qui ont bien fonctionné, les mesures qui n'ont pas bien fonctionné. Et donc moi, je vais encore renforcer dans les mois qui arrivent les mesures de destruction de sangliers pour être encore plus forts. Je ne vais pas vous cacher quelque chose, c'est dans toute l'Union européenne l'augmentation des populations de sangliers. On a un changement climatique, il y a plus de portées par an, il y a plus de marcassins qui survivent. Donc, on va avoir besoin des chasseurs, parce qu'il faudra tuer beaucoup plus de sangliers qu'auparavant si on veut maintenir la population à son juste titre. Et bon, avant, on n'avait pas de sangliers ou pas beaucoup au nord du Science-Sombreneuse. Maintenant, on en a. Alors, Anne-Catherine, et par rapport à la dépothèque... Voilà, si tu me le permets, je vais peut-être donner la parole à Georges Louis sur la question. Oui, peut-être juste pour compléter par rapport aux chasseurs, parce que c'est assez drôle. C'est un petit peu le même gars que je vous expliquais tout à l'heure avec son vélo à Bruxelles, qui est contre la chasse. Mais on voit quand même qu'on a besoin de pouvoir réguler les espaces naturels. Et donc, il y a des visions qui sont certainement trop radicales. Et donc, on doit pouvoir maintenir des pratiques qui sont utiles aussi pour la gestion de nos espaces naturels. Pour le dépothèque, pour être tout à fait clair, ce n'est pas encore finalisé. Donc, c'est au niveau du gouvernement wallon. On va se faire entendre sur le sujet. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est complètement absurde. Et on légifère sur plein de choses inutiles. Là, par contre, ce serait très utile de légiférer. Parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir perdre des terres agricoles sur la base de ce que j'expliquais tout à l'heure. On doit nourrir au niveau mondial de plus en plus de gens. Notre agriculture a les caractéristiques qu'on lui connaît. Et donc, si on commence à perdre des espaces, on ne pourra pas répondre aux besoins des exploitations, aux besoins des consommateurs. Il faut savoir que c'est la raison pour laquelle, déjà à l'époque de Willy Boursu, on a continué, mais on aimerait clarifier le cadre, et je sais que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais on s'est opposé à l'agrivoltaïsme. En tout cas, on a gelé les projets. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, en fait, parfois c'est plus rentable pour un propriétaire terrien de toucher des aides PAC parce qu'il ne produit pas, il met des panneaux photovoltaïques, il attend que sa terre prenne de la valeur, et là c'est le triple jackpot, plutôt que de s'ennuyer à vouloir faire de la production qui ne va pas lui rapporter ce que lui rapporte ce mode d'organisation. Et donc, il faut véritablement, alors qu'il y ait des panneaux photovoltaïques au-dessus des granges, qu'à la rigueur, on mette en surélevé sur des pâturages où on a des moutons, par exemple, pourquoi pas. Mais fondamentalement, sacrifier de la terre agricole pour mettre des panneaux photovoltaïques, c'est une folie furieuse, sachant qu'en Wallonie, il n'y a déjà pas de panneaux photovoltaïques sur les toits des centres commerciaux, des zonings industriels. Donc, allez, il faut aller dans l'ordre de priorité. Je viens de Mons, on a les Grands Prés, c'est le plus grand centre commercial de Wallonie. Il n'y a pas un panneau photovoltaïque sur le toit, pas un. Et on voudrait sacrifier des terres agricoles pour mettre des panneaux photovoltaïques. C'est un non-sens complet. Donc, pour le dossier tech, le même raisonnement fonctionne. Et donc, on va travailler au niveau du gouvernement wallon. Alors, ce qui est toujours très compliqué, c'est que les permis sont octroyés par des fonctionnaires délégués. Le ministre lui-même, il dit « Oh, mais j'en peux rien, c'est le fonctionnaire délégué ». Il ne faut jamais vous laisser avoir par cet argument. Hein. Le titre, c'est « fonctionnaire délégué ». Il est bien délégué par quelqu'un, et le quelqu'un, c'est le ministre. Donc si le ministre veut lui retirer la délégation sur un dossier, il peut le faire. Mais pourquoi on a créé ce système ? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir le parapluie.
C'est-à-dire, il y a une décision qui a été prise, elle n'est pas populaire, mais ce n'est pas moi qui l'ai prise, vous comprenez. C'est vrai, j'aurais peut-être fait autrement. On a l'occasion de faire autrement. Il ne faut surtout pas utiliser... Vous savez, en Wallonie, hein, il y a assez de terres industrielles, assez de terres à dépolluer, assez de terres qui sont constructibles sans devoir aller empiéter sur des terres agricoles. On doit véritablement avoir un moratoire sur ces terres agricoles et faire en sorte de ne plus les convertir, sauf à faire exactement ce qu'on fait en matière industrielle, mais c'est très théorique pour des terres agricoles. Que soit c'est une terre agricole, soit si ça a été une terre industrielle, vous ne pouvez pas la transformer. Mais vous devez savoir que dans la législation en Wallonie aujourd'hui, quand vous sacrifiez des terres industrielles, vous devez au moins réallouer la même taille, le même volume de terre ailleurs pour garder ensemble les mêmes dispositions en matière de terres industrielles. On doit pouvoir arriver à la même chose en terre agricole, ce qui aura pour conséquence très claire de dire qu'en fait, on sanctuarise les terres agricoles telles qu'elles existent. Je pense que c'est fondamental. Et tout à l'heure, on parlait du prix des terres. Je voudrais quand même être clair, il ne faut pas être démagogue sur le sujet. On pourrait très bien, et je sais que parfois c'est des revendications chez les plus jeunes agriculteurs, de dire vous n'avez qu'à prendre une disposition légale pour bloquer le prix des terres, et comme ça, le problème est réglé. Ce n'est pas une solution non plus. Parce que pour beaucoup de familles, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est le dernier patrimoine qui leur reste et qui leur permet parfois d'assurer une pension qu'ils ne savent pas payer par la pension légale. Parce que la pension légale est trop faible aujourd'hui, c'est le cas pour tous les indépendants. Si vous avez des questions sur les pensions, pas de problème, je peux y répondre. On a un système de pension qui coûte extrêmement cher et qui en plus est profondément injuste. Donc on doit le réformer très largement et si vous avez des questions, j'y répondrai. Mais donc, bloquer le prix des terres n'est pas une solution. D'un autre côté, maintenir le système tel qu'il existe, c'est barrer la route à toute une série de jeunes agriculteurs. Et donc, Anne-Catherine a évoqué toute une série de solutions, en particulier sur le bail à ferme. Il y a d'autres solutions sur lesquelles on est en train de travailler. Vous comprenez qu'on doit vraiment les affiner parce que dès qu'on lance une idée sur le sujet, ça enflamme les débats. Mais en tous les cas, on est à la fois conscient que l'accessibilité aux terres doit être améliorée, parce qu'on parlait d'avoir des repreneurs dans la famille. Mais si vous avez 2 ou 3 frères et qu'il y a un repreneur dans la famille, le simple fait de pouvoir payer les parts des frères et sœurs rend impossible parfois des reprises d'exploitation. Alors quand on s'entend très bien et qu'on est prêt à travailler dans l'intérêt de la famille, ça peut marcher. Vous voyez bien l'évolution de la société. On a une société de plus en plus individualiste. Et donc voilà, les gens se disent, ben non, moi, je dois... Voilà, elle est d'accord aussi. Moi, je dois prendre mon bénéfice maintenant, donc c'est pas toujours faisable. Et donc, il y a des exploitations qui n'arrivent pas à remettre parfois au sein même de la famille pour des problèmes avec des frères et sœurs. Donc, on est bien conscient qu'on doit régler ça. Il y a plusieurs mécanismes sur lesquels on peut agir. Il faut le faire intelligemment. Je pense que l'État peut aussi prendre sa part. Ne serait-ce que, par exemple, en étalant le paiement de droits d'enregistrement ou en faisant en sorte que la fiscalité ne soit pas exigible immédiatement. Mais quand vous avez 12% de droits d'enregistrement qui vous tombent tout de suite, impossible à emprunter à la banque, au-delà du fait que le prix de la terre rend en fait, l'exploitation jamais rentable, ou en tout cas pas dans des délais raisonnables, si en plus vous devez décaisser tout de suite, vous n'y arrivez pas. Donc là aussi, il y a des mécanismes où l'État peut aussi faire sa part pour faciliter l'accessibilité à la terre. Alors, je propose, avant de passer au petit verre de l'amitié, quelques questions pour finir. Donc, y avait-il encore des mains levées? Y avait-il encore des volontés de participer? On va aller au fond. Alors, on va vous apporter un micro. Je ne vous vois pas bien, mais j'ai vu une main levée. Voilà. Si on peut apporter une micro. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser une question sur ce que moi je trouve des abus au niveau des communes. Je prendrai l'exemple de la commune de Genappe qui, tous les 3 ou 4 ans, décide d'exproprier des agriculteurs pour faire je ne sais pas très bien quoi. Et alors qu'ils ont les terres de l'ex-sucrerie de Genappe qui sont à disposition, mais ils veulent à tout prix systématiquement exproprier les terres des agriculteurs, sachant qu'il n'y a pas de plan financier, il n'y a pas de réserve financière pour faire quoi que ce soit avec ces terres, donc il n'y a rien qui est vraiment prévu, organisé. N'importe quel entrepreneur qui se lance doit établir un plan financier sur 3 ans, dire comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire et ainsi de suite.
Ici, pas du tout. On exproprie ou on veut exproprier, comme ça, comme un sale gosse qui dit « je veux, c'est à moi, je prends, c'est dans l'intérêt public ». Merci. Pour être franc avec vous, n'étant pas un élu communal à Genappe, et je vois... Vous allez me parler de M. Girbou, je connais l'histoire, hein. Mais c'est rien, ça entre nous, on a une vieille relation. Mais est-ce que vous pouvez donner plus de détails, parce que ça paraît particulier. Donc la commune ne rachète pas quand c'est en vente, mais exproprie et derrière n'en fait rien. Vous avez un exemple concret pour comprendre, parce que objectivement n'étant pas un élu communal, et je ne sais pas si Anne-Catherine en sait plus sur le fonctionnement de la commune de Genappe, mais... Non, mais ici ça a été bloqué. En fait, j'ai un de mes amis, bon, mon mari est agriculteur, mais nous on est sur l'Anne, mais lui, on a un de nos amis qui est sur Genappe. Ils ont essayé il y a 4 ans d'exproprier une partie de ces terres qui sont le long de la chaussée de Charleroi. Et bon, on a fait des telles pétitions et autres qu'on a réussi à bloquer quelque part l'expropriation. Maintenant, ils reviennent, ils veulent de nouveau exproprier une autre terre, toujours le long de cette N5. Mais donc, c'est tout le temps mettre l'agriculteur sous pression en disant on va vous exproprier pour récupérer la terre. Alors après, la dernière fois, ils ont réussi à bloquer parce qu'il y a eu des pétitions telles qu'ils ont reculé, mais c'est rebelote, quoi. Merci, madame. Je pense que le complément permet de mieux cerner. Il y avait une autre question dans ce coin. Oui. Vous nous expliquez que vous êtes là pour aider les jeunes agriculteurs dans le cadre d'un partage familial, sauf que le projet maintenant, dans le cadre de partage, n'est plus d'un pourcentage de droit d'enregistrement de 1%, mais de 3%. Ça fait quand même vachement peur. Allez, un hectare qui est dans certaines régions à 100 000 €, entre 1% et 3%, pour une reprise entre frères et sœurs, la différence est quand même énorme et c'est plus du tout le même jeu. Merci pour ce point. Il y avait une question. Oui, monsieur, et puis j'arrive ici. Oui, donc moi j'avais... Allez-y. J'avais 2 questions, c'est au niveau européen et aussi pour les jeunes. Donc sur l'Europe, est-ce que finalement les pays européens ne doivent pas durcir leur position quand on voit qu'on nous impose parfois des choses comme le Mercosur? Parce qu'il y a des pays qui sont opposés et on arrive quand même avec des pays qui sont opposés qui vont avoir ce choix imposé alors qu'ils ne sont pas d'accord. Donc finalement, je ne suis pas pour la souveraineté totale des pays parce que je pense que l'Europe est une bonne idée. Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu le fonctionnement et la position des pays sur l'Europe pour récupérer une souveraineté sur certains points importants? Et après, pour les étudiants, en fait, j'ai l'occasion du coup d'être délégué de faculté et représentant au conseil AGL dans l'opposition, parce que je sais que la majorité, vous ne les aimez pas, le COMAC, tout ça, et moi non plus d'ailleurs. Mais donc, il y a beaucoup de jeunes qui, en fait, on remarque, ne comprennent pas vraiment ce que c'est la difficulté du métier d'agriculteur. Donc j'ai eu la chance d'être né en campagne et d'avoir eu à faire une observation dans une ferme et voir la difficulté du métier. Il y a beaucoup de jeunes qui ne s'en rendent pas compte et donc est-ce qu'il ne faudrait pas organiser des activités auprès des jeunes étudiants, toutes ces choses-là, pour leur apprendre un peu ce que c'est vraiment avec des anciens agriculteurs et des nouveaux qui viendraient les voir. Merci beaucoup. Question au deuxième rang. Oui, bonjour. J'ai plutôt une remarque et alors une question. Première remarque, pour rebondir sur le sujet des sangliers, pour moi il y a aussi le sujet des corneilles, qui pour moi est quand même un nuisible assez important, qu'on ne considère apparemment officiellement pas comme nuisible, comme oiseau à protéger. Je ne dis pas qu'il faut exterminer la race, bien sûr, mais il faut juste la contrôler, parce qu'on a quand même pas mal de dégâts à ce niveau-là. Et alors, une question par rapport à l'agriculture familiale, pardon. Donc, j'espère être futur repreneur d'une ferme agricole, donc mon père est à côté de moi. Il a dit non, mais je ne sais pas à quoi. Si c'est votre père ou c'est pour la reprise. Vous êtes bien son père, ça va. On s'arrangera à deux après, c'est pas un problème. Mais donc, allez, je suis encore assez jeune, mais depuis quand même pas mal d'années, j'entends que ce soit les syndicats wallons agricoles, que ce soit les politiques wallons, qui parlent toujours de vouloir soutenir l'agriculture familiale, de soutenir les petites structures. Mais quand on regarde au niveau de la réalité,
la PAC donne des primes à l'hectare sans plafond, sans nivellement, comme pour la taxation des salaires, comme pour les allocations sociales de manière générale. On fait en général des adaptations de la rémunération par rapport à des réalités de taille, des réalités économiques. Et je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas de plafond. Ça pousse à l'investissement, ça pousse aux grandes structures, à la spéculation foncière, ça pousse aussi aux industries qui investissent dans l'agriculture au lieu des agriculteurs. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait quand même des mises en place à ce niveau-là qui pousseraient donc les petites structures à pouvoir prospérer, car les frais fixes sont quand même les mêmes pour tout le monde. Et celui qui peut toucher des aides PAC pour une grande surface est quand même fortement avantagé par rapport à son coût de production et son revenu. Merci. Voilà, j'ai fini. Il y avait encore des mains levées. Non, oui, une fois, deux fois, trois fois. Alors. Ah, il y en a encore une. Bonjour. Une petite question pour féliciter aussi Madame Dahlke par rapport à développer un label de qualité. Mais par contre, ce qui est important aussi, si on développe un label de qualité, c'est d'avoir aussi des industries wallonnes qui vont faire fonctionner ce label de qualité. Parce que sinon, toutes les industries, les abattoirs, moi je vais prendre le cas des abattoirs, il reste presque plus d'abattoirs en Wallonie, et tous les animaux sont abattus la majorité sont abattus en Flandre. Donc aussi, quelque part, toute cette marche, elle quitte la Wallonie. Donc si on fait un label de qualité, il faut qu'il y ait en Wallonie des abattoirs, renforcer ces abattoirs, surtout pour le bovin, mais aussi pour les abattoirs de porc. Merci beaucoup. Anne-Catherine, je propose qu'à nouveau on reprenne l'ordre, ou pas forcément, des questions posées, mais peut-être sur la question du partage. On est passé de 3% à 1%, l'inverse plutôt, de 1% à 3%. Peut-être une réaction là-dessus? Je réponds à celle-là? Oui, tu peux. Donc en fait, on n'est pas passé, et je peux vous dire qu'on s'est opposé. Donc ça ne passera pas. Donc quand le projet est arrivé, puisqu'il doit repasser à la présidence, on a fait savoir qu'on n'était pas d'accord. Donc ça ne bougera pas. Enfin, sauf si on a vraiment un très très grave problème au MR à un moment suite à ça. Mais normalement, ça ne devrait pas bouger, rassurez-vous. Ça va? Si pas, vous pouvez m'appeler. On échangera les numéros. Anne-Catherine, pour le reste, la question tient des pays. Est-ce que les pays européens doivent peut-être plus durcir leur position? C'était une question qui était posée par monsieur. Ensuite, peut-être aussi sur les activités de sensibilisation aux jeunes qui souhaiteraient devenir agriculteurs ou qui prennent vraiment conscience de la difficulté du métier. Alors, par rapport à l'Union européenne, on peut revoir la Constitution européenne pour dire qu'un État membre devient beaucoup plus souverain sur quelque chose. Je ne pense pas que c'est dans les plans. Je pense que vous parlez du Mercosur qui est passé récemment et le fait que la Commission a décidé de le mettre en œuvre alors que le Parlement européen ne l'a pas validé. La Wallonie s'est opposée, la Belgique s'est abstenue, puis l'Italie a changé d'avis et voilà, c'est passé. L'Italie a quand même renégocié quelque chose au niveau de la politique agricole commune. C'est une grande déception parce que finalement, on sait que ça met en difficulté des filières agricoles, la filière de la viande, du sucre et de la volaille, et puis on le laisse quand même passer. Il aurait fallu revoir les contingents à la baisse, qui prend en compte le fait qu'on est en train de mettre en danger l'agriculture européenne. En tout cas, moi, ce que je demande, l'épisode du Mercosur, j'ai dit non, on a maintenu la ligne. Voilà, après il y a 27 États membres et malheureusement, ça n'a pas tenu. Moi, ce que je plaide depuis que je suis en mandat, chaque fois que je vais au Conseil européen des métiers de l'agriculture, je dis, c'est pas de prendre une décision après l'autre, c'est à un moment donné d'avoir une vision. Si on veut garder notre autonomie stratégique alimentaire en Union européenne, combien de tonnes maximum de viande, de volaille, de sucre, puisque ce sont les 3 filières sensibles, on peut accepter sur le marché? Autant on le concerte avec les secteurs agricoles, on le concerte avec les experts, autant, ok. C'est ça, et on le répartit dans les prochains traités qu'on le fait. Parce qu'à un moment donné, à force de prendre décision après décision, on met en difficulté des secteurs. On l'a fait sans avoir une vision à long terme
pour l'énergie, on l'a fait pour la défense, parce qu'on a pris une petite décision après une petite décision, des gens qui font un mandat de 5 ans et puis qui disent oh, on verra bien pour le reste. Eh bien non, à un moment donné, il faut avoir le courage de se dire on a mis bien en difficulté l'Union européenne sur d'autres secteurs, il ne faut pas faire la même chose sur l'alimentation. Et donc par exemple l'Inde, eh bien on n'a pas mis l'agriculture dedans. Donc ça a été entendu par la Commission européenne, il y a encore d'autres traités qui vont être réfléchis. Et le fait de faire des traités dans la situation géopolitique actuelle, c'est important. Mais il faut savoir aussi ne pas octroyer des contingents aussi importants en agriculture si on veut garder notre autonomie alimentaire. Juste si tu permets là-dessus, puisque vous aviez posé 2 questions, mais sur la question de la souveraineté des pays, vous devez aussi savoir que, allez, il y en a qui ont remis des avis négatifs, mais hyper hypocrites. Hein. Donc, par exemple, les Français, Macron, la veille, dit « je suis contre », mais vraiment la veille. Mais il a dit qu'il était contre parce qu'il savait que ça allait passer. Parce qu'en fait, il était dans une position... Donc, faut jamais oublier que parfois, on aime bien remettre sur le dos de l'Union européenne ce qu'on n'assume pas tout à fait soi-même. Mais le problème, c'est que Macron, par exemple, était dans une posture où d'un côté, il a un groupe comme Stellantis, qui quand même cette année a perdu 7 milliards d'euros. Hein. C'est la plus grosse perte d'un groupe privé en France. Et d'un côté, Stellantis lui dit on doit aller sur le marché sud-américain, parce qu'en plus, ils ont des marques américaines dans le secteur, etc. Et de l'autre côté, il a ses agriculteurs qui lui disent qu'il ne faut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il laisse aller tout le processus, et puis quand il sait que ça va passer, il va en télévision pour dire « je suis contre ». Comme ça, aux industriels, il dit « vous inquiétez pas, ça passe », et de l'autre côté, aux agriculteurs, il leur dit « ça passe pas ». Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dire « les pays n'étaient pas d'accord et la Commission l'a quand même fait », allez, il y en a qui sont intervenus comme les cavaliers d'Offenbach, hein, et ça les arrange. Et donc derrière, ils font un peu de matata et de gesticulation. Mais voilà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut assumer qu'on a besoin d'accords commerciaux. Et donc, autant que possible, il faut écarter l'agriculture. Autant que possible, bien sûr, il faut des contingents qui soient les plus réduits possibles. Mais croire qu'on va négocier des accords commerciaux où on gagne 100% tout le temps, ça n'existe pas non plus. Et donc, je pense que les politiques feraient mieux d'assumer cet élément. C'est pour ça, moi, je vous l'ai dit, la position du MR, c'est qu'on a besoin d'accords commerciaux. On a signé l'Amérique du Sud, on a signé l'Inde, il va falloir signer des accords commerciaux avec l'Afrique. Je suis convaincu que la seule possibilité pour l'Europe d'étendre des marchés, ce sera d'avoir des ouvertures vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, on doit signer des accords, d'ailleurs, qui doivent être beaucoup plus larges aussi sur des enjeux de sécurité, sur des enjeux industriels avec l'Afrique. Mais là-dessus, vous ne pouvez pas non plus, en matière de souveraineté, dire qu'on veut construire l'Europe et permettre à chaque État d'avoir un droit de veto. Je pense d'ailleurs que pour le futur de l'Europe, on va devoir avancer par groupe d'États. Mais on ne peut pas à chaque fois se dire, il y a un pays qui n'est pas d'accord, alors on n'y va pas. Et ce sera essentiel parce que dans le monde qui est en train d'évoluer devant nous, si on ne se fortifie pas au niveau européen, très franchement, il y aura plus... Vous savez, au Parlement, moi je suis quand même très surpris, c'est que pendant des semaines, on a discuté du prix de la frite. À cause de la TVA, 6, 12, machin. Ce qui est n'importe quoi, hein, parce qu'en fait, quand vous mangez sur place, c'était 12, quand vous emportiez, c'était 6. Moi, j'ai jamais vu 2 tarifs pour mon paquet de frites, mais bon, soit. Mais ça peut occuper les députés pendant des semaines. Si aujourd'hui l'Union européenne n'a pas des nouveaux partenaires commerciaux, industriels, militaires, tout en gardant une alliance avec les États-Unis, parce que moi, ceux qui me disent les États-Unis, c'est plus notre allié, ok, j'ai regardé le reste du monde, je me suis dit, la Chine, ça n'a pas l'air d'être la fête, les Russes, on n'est pas fans non plus, et les autres, ils n'ont pas l'air de nous aimer beaucoup. Donc, voilà, il ne faut pas être naïf, il faut travailler sur la souveraineté européenne, mais commencer à dire qu'on pourrait se passer de toute alliance, ça n'est pas très sérieux. Mais justement, pour renforcer la souveraineté européenne, on doit renforcer nos alliances avec les autres zones de la planète. Et donc, oui, il faut aussi assumer cet aspect-là. Sur la question des étudiants, vous dites, en fait, moi je suis à l'université, ils ne connaissent pas, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec le jeune qui croit que l'électricité, c'est au bout de l'interrupteur, et qui pense que, en fait, le maïs et le blé, ça pousse dans les grands magasins, ainsi que la viande qui est tout de suite sortie emballée sous vide. Je pense que vous avez 1000 fois raison. Mais on l'a évoqué tout à l'heure. Le but des labels, c'est aussi aller dans les classes
pour expliquer ce qui se cache derrière et les enjeux qu'il y a derrière. Et là, je pense, et c'est essentiel qu'Anne-Catherine et Valérie Glatini puissent avancer ensemble pour que dans l'enseignement obligatoire, on explique aux jeunes d'où vient leur alimentation. Parce que c'est un vrai enjeu d'éducation. C'est un vrai enjeu d'éducation dans les choix que l'on pose en termes de consommateurs, mais aussi les choix qu'on pose comme citoyens. Et donc oui, accepter qu'à un moment donné, quand on vous vend du pain à 1,50 € ou 1,70 € dans un grand magasin, c'est qu'il y a un stud quelque part, soit par rapport à l'agriculteur, soit par rapport au boulanger, mais il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, on exploite des ressources. Même chose pour tous les prix alimentaires. Et là, il y a un vrai travail à faire, à mener, mais je le dis, ce n'est pas à l'université, c'est en primaire, c'est même en maternelle, c'est au plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'une foire comme Libramont, par exemple, est aussi un enjeu important qui doit être soutenu par les pouvoirs publics, parce qu'il y a plein de gens qui viennent se rendre compte de réalités qu'ils ne connaissent pas. Et je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental. La majorité des gens aiment les agriculteurs et veulent les soutenir, mais sont complètement ignorants de la réalité de la chaîne alimentaire qui a derrière la chaîne de distribution. Et donc ça, c'est le rôle des politiques de pouvoir y remédier et pouvoir le corriger. Alors Anne-Catherine, pour terminer, la question donc, des expropriations d'agriculteurs à Genappe, une question très locale, la question aussi des corneilles, un autre fléau comme le sanglier, le plafonnement aussi le plafond en tout cas pour les aides PAC, et enfin peut-être la question des abattoirs renforcés. Monsieur faisait lien aussi avec les labels. Voilà pour les questions. Alors, j'avais peut-être juste envie de terminer rapidement sur l'Union européenne. De l'importance de garder une autonomie stratégique alimentaire. Je pense aussi, il faut, en tout cas, sachez que les manifestations qui ont eu lieu et la difficulté qu'il y a eu au niveau du Mercosur, la Commission s'est quand même rendue compte qu'elle ne pouvait pas toucher à l'agriculture comme elle voulait, que ça bloquait fort tous les dispositifs. Et il faut qu'elle prenne conscience de l'importance des secteurs. Le secteur du sucre, on le connaît bien, hein, on est dans cette région où on a de la bonne terre pour cultiver des betteraves. Vous avez eu, trop tard, l'information que les emblavements étaient diminués de 25%. Pourquoi, en fait? Parce qu'à un moment donné, en fait, le marché du sucre américain est très protégé, c'est un marché extrêmement compliqué, le marché mondial est assez compliqué. L'Union européenne, les gros producteurs de sucre au niveau de l'Union européenne, ils se sont dit, si on veut avoir un bon prix du sucre, savoir payer correctement les betteraves aux agriculteurs et savoir faire tourner nos usines, parce qu'ils ont licencié des gens, etc., ils ont dit, on va avoir une production plus faible en Union européenne, on ne doit pas être exportateur. Donc ils ont diminué leur production, et d'où la diminution des emblavements. Et ils étaient arrivés plus ou moins à 200 000 tonnes où on importait, et donc ça allait garantir un bon prix. Et puis l'année dernière, la saison a été exceptionnelle, il y a eu plein de sucre, les 200 000 tonnes ont volé. Le Mercosur, l'entrée en vigueur du Mercosur, il y a un contingent en sucre qui est donné. Ça fait foirer toute la stratégie de certains gros groupes sucriers qui avaient diminué d'eux-mêmes pour essayer de retrouver un bon prix du sucre. Ça, l'Union européenne, elle doit savoir quantifier ça, parce que le secteur du sucre et tous les emplois qui gravitent autour, ça a de la valeur. Et surtout, quand on perd d'une autonomie stratégique alimentaire, on perd beaucoup plus qu'une quantité de sucre vendu dans des magasins. À moyen terme, à long terme, perdre son autonomie alimentaire, être dépendant du reste du monde, ça coûte très très cher. Parce qu'il y a un rapport de force par rapport au reste du monde qui est très important. Donc ça, il faut que l'Union européenne se rende compte qu'on ne touche pas à l'agriculture de cette manière-là dans les futurs traités. Alors, sur le fait de mettre beaucoup plus d'étudiants dans les fermes, pourquoi pas avoir des stages de découverte pour chaque agriculteur? Moi, j'ai déjà contacté la ministre Glatini pour qu'on puisse mettre en place des choses dans les écoles, des cours sur l'agriculture. Sur les petits agriculteurs, alors aujourd'hui, il y a la question du paiement redistributif. Les premiers hectares sont déjà plus payés et le commissaire veut aller dans cette direction. Donc en tout cas, c'est la direction que prend l'Union européenne. Au niveau, et alors vous parliez des grandes surfaces qui touchent des aides PAC, mais justement avec la définition d'agriculteur actif, je n'ai plus envie que les grandes surfaces aient des aides PAC, mais c'est compliqué, mais on y travaille avec beaucoup d'experts. Ensuite, la question des abattoirs. Je suis bien au courant des différents projets d'abattoirs qui émergent aujourd'hui et des soutiens que la Wallonie peut apporter. Vous me parliez également des corvidés. Alors, les corvidés, là, j'ai une bonne nouvelle. Ça m'a aussi pris 1 an
Mais donc les corvidés, en fait, c'est un oiseau. Et l'Union européenne considère que tous les oiseaux, sauf certaines exceptions, ont un statut de protection. Et donc, il faut savoir travailler par dérogation. Alors, moi, j'ai fait avancer, donc encore une fois, pour pouvoir faire des dérogations plus facilement sur les corvidés, il faut savoir passer au Parlement. Oui, il faut aller changer un décret. Donc, 3 passages au gouvernement, et puis alors, il y a quelques semaines, je suis passée au Parlement avec ce texte-là. Donc, qu'est-ce qui change ? On pourra avoir des dérogations pluriannuelles, des dérogations qui durent sur plusieurs années. On pourra rendre des dérogations ensemble pour plusieurs personnes en même temps. Donc ça réduira fortement la charge administrative. Donc ça va vraiment lui donner le droit de pouvoir agir sur un certain nombre de corneilles plus longtemps et pour plusieurs personnes en même temps. C'est toutes des choses qui ont enfin avancé. Mais je vous dis, en allant au plus vite, ça a pris 1 an pour pouvoir faire évoluer cette législation. Et alors, la dernière question que j'avais... Ah oui, par rapport à Genappe... Oui, l'expropriation des agriculteurs. En fait, je ne connais pas la situation particulièrement. Je vois que tu dis non. On peut en parler après. Oui. Mais comme le président l'a dit, ce qui est le plus important, c'est d'aller sur les friches industrielles, d'abord d'aller sur les terres déjà artificialisées avant d'aller sur les terres agricoles. Anne-Catherine, Georges-Louis, merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que vous pouvez encore nous envoyer vos questions à l'adresse mail conférence@amer.be. Et puis je pense maintenant qu'il est temps de passer au verre de l'amitié. Merci à toutes et à tous. Et à l'avion.